La présentation qui va être faite a été construite à partir d'un mémoire RCH4, donc conseiller technique en risque chimique et biologique. Ce mémoire a été rédigé pendant 3 mois, avec le commandant Pierre Fabre et le capitaine Patrice Schneider, qui sont présents avec nous et qui vont contribuer avec moi à cette présentation. Donc, cette formation NSOSP a vocation à former des conseillers techniques qui seront présents en COD, sur un site Céveso qui serait concerné par un accident, qui serait sur un CODIS en appui d'un RCH4 qui, lui, serait sur le terrain. Et donc, il y a des thèmes qui sont imposés, enfin, des sujets qui sont proposés par l'NSOSP au futur RCH4. Et le Rhône et l'Isère ont proposé un sujet qui était de proposer une stratégie opérationnelle devant un nuage toxique qui menace une aire urbaine dense. Comme beaucoup de départements en France, il y a ce fameux wagon de chlore qui est sur un site Céveso, mais qui est aussi en attente sur les voies avant d'entrer sur un site Céveso. Donc ce sujet du wagon de chlore était une grosse préoccupation. L'Isère. D'ailleurs, on voit que la mairie de Martigues et la mairie de Fos sont présentes. Forcément, c'est que on a 6 sujets chlorés dans les Bouches-du-Rhône. L'Isère était concernée par du phosgène. Oui, il y a du phosgène sur 15 km. Donc voilà comment est né ce thème. Est-ce que Pierre ou Patrice, vous voulez vous présenter? Oui, alors moi je suis le commandant Pierre Fabre, je suis le chef de compagnie support de la compagnie de Villeneuve-sur-Lot dans le Lot-et-Garonne. Et effectivement, c'est pas tant cette fonction-là que je me retrouve là aujourd'hui, c'est plutôt comme collègue de mémoire RCH4 de mes 2 camarades ici. Et donc voilà, on va essayer de vous expliquer un peu le rendu de ce que nous avons travaillé pendant plusieurs mois. Je te laisse la place, Patrice, vas-y. Donc, moi, le capitaine Patrice Schneider, je suis le chef du centre de secours de Bormes-le-Lavandou. Merci, messieurs. Je partage l'information. Tout le monde voit à l'écran? Oui? Oui. Est-ce qu'il est possible pour en visio de couper le micro, s'il vous plaît, mis à part les 2 protagonistes qui vont parler avec moi sur la présentation? Merci. Donc, devant cette thématique de devoir aborder un nuage toxique sur plusieurs kilomètres qui menace une aire urbaine dense, on avait plusieurs sous-questions qui nous étaient posées, de savoir comment les services abordaient ce sujet, est-ce que ça constitue un impossible opérationnel, quelle est la particularité de ce type de nuage. Donc, on a fait le choix de regarder un peu ce qui existait, notamment sur les retours d'expérience du BARPI. Donc, cette présentation se base en grande partie sur ce qu'on a pu analyser. Pierre, je vais lui laisser la parole juste après. On a étudié à peu près 150 retours d'expérience, dont 72 qui nous ont été particulièrement prégnants, puisque ça correspondait à ce phénomène de nuage toxique. On a étudié à peu près 29 PPI en France et à l'étranger pour voir quelles réponses les différents territoires pouvaient proposer sur ce sujet. On a essayé d'apporter une réponse sur cette notion d'impossible opérationnel. Beaucoup de départements, beaucoup de SDIS mettent en avant cet impossible opérationnel, de savoir est-ce qu'on est en mesure de répondre à ce sujet. Même dans les Bouches-du-Rhône, à un moment donné. Dans les Bouches-du-Rhône, on a écrit dans le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques cette notion d'impossible opérationnel. Un texte réglementaire sur les entrepôts de stockage de matières combustibles permet aux SDIS de formuler cet impossible opérationnel. Et dans certains PPI, tels que la Vera, Arkema Samené, on a formulé cet impossible opérationnel.
mais on est en train de revenir dessus par rapport à l'approche du mémoire. Et ensuite, on a fait un focus également sur les valeurs toxicologiques et l'usage qu'on pourrait en faire d'un point de vue opérationnel. Pierre, je te laisse la parole sur le rétex, si tu veux. Allez, super, je te dirai au fur et à mesure un petit peu pour passer les diapositives. Alors, du coup, effectivement, comme disait mon camarade, l'analyse qui a été faite, c'est qu'on a une base qui s'appelle le BARPI, qui référence au niveau de la France l'ensemble des incidents risques technologiques qui ont lieu. Et par rapport à des échelles qu'ils ont créées en interne, il va y avoir voilà, un certain nombre de niveaux qui vont être mis en fonction de la gravité de l'événement. Donc, c'est des niveaux financiers, humains, etc., etc. Et donc là, ce qui nous intéressait, c'était de faire un focus sur, on va dire, les incidents graves. En fait, vraiment ceux qui ont engendré énormément de victimes. Et donc, c'est échelle 4 à 6 sur l'indice conséquences humaines et sociales. Ça correspond à ça. Ce sont en fait les incidents qui ont eu des conséquences assez dramatiques d'un point de vue victime. Donc pour ça, ça nous a permis de dégrossir un certain nombre de rétex pour en garder 72 qui sont dans 24 pays différents et qui concernaient en tout 30 produits différents. Et donc pour cette étude, en fait, un immense tableau à la Prévert type Excel a été fait où pour chacun des rétex a été mentionné le produit incriminé, les quantités qui ont eu lieu, les caractéristiques qui a eu lieu par rapport à ce sinistre en termes d'explosion, de nuages, etc., de diamètre du nuage, le nombre de tués et de blessés et quand on arrivait à récupérer l'information, la distance où a été retrouvés les blessés et les tués et leur nombre. La même chose avec les évacués et les confinés, les distances et nombre de personnes évacuées ou confinées, les distances qui ont été décidées et d'autres données diverses, parce qu'en fait, au fur et à mesure, on avait plein de petites données qui pouvaient apparaître, qui ne rentraient pas forcément dans les cases, mais qui pouvaient être intéressantes d'étudier et de garder un peu sous le coude. Ouais, vas-y, Emilien, si tu peux passer à la diapo suivante. Donc, de ce rétex est sorti un certain nombre d'éléments majeurs. Alors, la première, en fait, c'est qu'on s'aperçoit que 65% des incidents qui ont été analysés concernaient 4 types de produits chimiques. Il y en avait 4. Le chlore, majoritairement le chlore. C'est celui qui vraiment est le produit qui génère le plus d'événements avec un certain nombre de victimes au travers le monde. L'ammoniac, en deuxième bon niveau, est également un des produits qui générait beaucoup de victimes. Le nitrate d'ammonium, mais on verra un petit peu après un certain nombre d'éléments liés à ce produit-là. Et une grande famille d'acides. Alors là, pour le coup, effectivement, on les a tous un peu regroupés, mais ça allait à l'acide chlorhydrique, l'acide sulfurique, etc., etc. Donc, on avait toute une grande partie d'acides. En fait, l'autre événement qu'on voit, c'est mentionné un peu, incident uniquement toxique, relativement peu meurtrier, avec une moyenne de 20 morts. En fait, si on fait quelques exceptions, et Bhopal est un espèce d'extraterrestre dans ce milieu du nombre de morts, on va dire, et de blessés, où il y avait eu quand même 2259 tués suite à une fuite d'insecticides en 1984. On s'aperçoit qu'en fait, au final, même si jamais, bien sûr, on ne va pas minimiser la tristesse du nombre de morts qu'il y a, le but n'est pas là, mais quand on prend par exemple le chlore et l'ammoniac, vous avez 2 tableaux avec les moyennes et le nombre max de morts qu'il y a eu. On s'aperçoit que tout incident confondu dans la base BARPI, le max de morts et de blessés qui a eu lieu pour le chlore, c'est 27 morts et 400 blessés, avec une moyenne de 9 morts si nous prenons tous les événements. Et l'ammoniac, nous avons 116 morts et 1150 blessés au max, avec une moyenne de 23 morts. Et encore, il faut pondérer cette moyenne, puisqu'en fait, c'est un événement qui a eu lieu en Afrique au Sénégal, qui a eu tendance à avoir beaucoup de morts et de blessés. Et en fait, au final, ces événements sont relativement peu meurtriers, si on peut se permettre cette modération en termes de morts. Et deuxième enseignement qui est donné de prime abord, même si jamais on verra qu'il nous manque des fois un petit peu de données, c'est que l'évacuation ne semble pas sauver plus de vies que le confinement. Voilà. Est-ce que tu peux passer, Emilien ? Alors, juste pour compléter, c'est que
dans différents pays, certains pays ont tendance à évacuer facilement, les États-Unis par exemple. En France, on a l'habitude de confiner avant d'évacuer, mais étant donné que dans d'autres pays, l'évacuation était plus la pratique. C'est pour ça qu'on a souhaité mettre ça en exergue pour répondre aux grandes questions des directeurs des opérations de secours, de savoir est-ce que j'évacue, est-ce que je confine. J'aurais 2 questions avant qu'on continue. Sur les 24 pays, est-ce que c'était plus des pays de la communauté, de la communauté européenne et d'Afrique du Nord, ou même il y avait des pays d'Asie, d'Amérique du Sud? Alors c'est tout. On a un panel assez représentatif du monde entier en fait. D'accord. Parce qu'en fait, dès qu'il y a un événement majeur, cet événement fait l'objet en fait d'une analyse du BARPI. Là où on a des limites, c'est que si jamais le pays ne donne pas beaucoup de données, on aura le peu de données qui a pu être glané. Pour autant, bon, même dans des pays, on va dire, où l'information peut être difficile à remonter, si on a l'info qu'il y a eu 20 morts, il rentre dans cette catégorie-là, en fait, d'événements majeurs. Donc, on en retrouve effectivement en Chine, en Amérique, dans des pays d'Afrique, d'Europe, on en retrouve partout, en fait. Et la deuxième question que j'avais, parce qu'elle est importante, mine de rien, est-ce que dans tous les pays, la notion de ce qu'on appelle un mort est la même, puisque la manière dont on compte les gens peut être différente d'un pays à l'autre, c'est-à-dire qu'en France, en gros, on compte le mort dans les 7 premiers jours, au-delà, il n'est pas tout à fait compté de la même manière. Est-ce que c'est pareil dans tous les pays? Et finalement, quand on dit qu'on a une moyenne sur tous les événements de 9 morts, est-ce que ça prend les circonstances un peu différentes d'un décès par exemple, en Inde, quand on dit il y a 2259 tués, oui, mais quand on regarde la littérature, aujourd'hui, on est à pas loin de 100 000 des personnes qui sont décédées des conséquences directes de leur exposition à l'insecticide de l'époque. Donc, non, là, c'était le mort accidentel lié directement à imputable, ouais. Donc, tout de suite, sans forcément regarder celui qui décède 3 semaines, 1 mois, 3 mois après. Oui, alors en fait, effectivement, après, le problème, c'est qu'à un moment donné, très très peu de pays font le cas de Bhopal est intéressant, il peut presque faire l'objet d'un mémoire à lui tout seul. Ouais. Mais Bhopal, en fait, la difficulté, c'est qu'on se retrouve avec 3 analyses, on va dire, de rétex, rien que sur le cas de Bhopal. Il y avait un rapport qui avait été fait par les autorités indiennes, il y avait un rapport qui avait été fait, je crois, par un espèce on va dire, sous égide, on va dire, du Royaume-Uni, et un autre qui était plus ONG, voilà, donc en fait, on regarde un petit peu ces différents rapports, et à un moment donné, il faut bien prendre une donnée. Moi, j'avais pris la donnée du rapport du Royaume-Uni parce que je considérais que ce rapport-là était suffisamment neutre d'un point de tous les partis pour donner les données. Le défaut, c'est qu'effectivement, de temps en temps, on peut se dire peut-être que le rapport indien avait des éléments qui étaient intéressants, le rapport des ONG aussi, mais comme de temps en temps, on peut se retrouver avec le but de passer des messages aussi, je pense notamment que là, des ONG, le but était de montrer vraiment d'enfoncer le clou sur l'horreur de cet événement-là. Je ne dis pas qu'ils ont tort, mais est-ce que c'est un peu les comptages des manifestants avec la police et les représentants syndicaux, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se retrouve avec des données, il faut bien prendre une fourchette, il faut bien prendre une donnée, quoi. Oui, on est d'accord. Sur quelle période vous avez fait cette enquête? C'est un travail de 3 mois. Donc, mais la durée des chiffres, c'est quoi? C'est 10 ans d'accident, 20 ans d'accident? C'est tous les accidents disponibles, tous les retours d'expérience qu'on a pu trouver et qui étaient suffisamment alimentés. C'est Pierre qui a fait le travail, donc c'est plus expliqué. Ça remonte même jusqu'à des... Alors, il y en a qui ne sont pas été pris en compte, mais j'avais des très vieux événements qui avaient 200 ou 300 ans, enfin qu'importe, mais c'était à la limite, c'était plus pour mentionner qu'il y avait eu un événement majeur, et c'était notamment, je crois, sur les nitrates d'ammonium. Mais ça remonte même avec des événements qui sont des fois assez bien chiffrés en 1920, et pour le coup, voilà, c'est pareil, on récupère ce qu'on peut dans ces événements-là. Par contre, dans les événements très, très, très bien documentés, on va dire dès les années 80. Voilà. Dès les années 80, on commence à avoir des événements assez bien documentés qui permettent d'alimenter un peu cette base-là. Alors, on s'est posé la question parce que
Effectivement, les mesures de prévention ont évolué, les mesures de gestion de crise ont évolué. Donc on pourrait se dire pourquoi prendre les très vieux accidents alors que la réponse qu'on apportait était pas du tout la même. Mais on avait besoin de comprendre aussi le phénomène. Comment s'est produit le phénomène? Est-ce que les gens qui étaient exposés à des concentrations très fortes avaient tendance à mourir ou pas mourir? Et c'est pour ça qu'on n'a pas écarté ces sujets. Et on voulait aussi avoir suffisamment de matière et de retour d'expérience pour alimenter nos réflexions. Parce que ça n'arrive pas tous les jours. Oui, il faut juste voir si sur les 15 dernières années, il y a une masse, une grosse quantité d'événements majeurs ou pas, et suivant le pays. C'est ça. C'est sûr que les règles qu'on applique. On a voulu, au-delà du retour d'expérience, essayer de comprendre le phénomène. Pourquoi ce choix? Travaillant sur les PPI chlorés des Bouches-du-Rhône, donc wagon de chlore, on est sur un périmètre PPI d'environ 12 km. Et dans la tête des gens, quand je travaillais en groupe de travail, le wagon explose et pouf, ça fait 12 km. Donc j'ai voulu essayer de comprendre quelle serait la cinétique du phénomène, quelles seraient les différentes possibilités. Et donc, on a fait ce focus-là. On a notamment demandé à la CASU, donc la CASU, c'est la cellule d'appui en situation d'urgence de l'INERIS, du ministère de l'Environnement, qui est sollicitée régulièrement dès qu'on a un accident. Ils sont en mesure de faire une modélisation à chaud. Et donc là, on leur a demandé de faire une modélisation à froid pour essayer de se rendre compte de ce que pourrait faire un wagon de chlore dans le cadre d'un accident PPI dans les Bouches-du-Rhône. Donc on est parti d'un wagon de 57 tonnes de chlore avec des conditions de vent différentes, estivales et hivernales. Et voilà les courbes à droite de ce que représente ce nuage de chlore et l'évolution du nuage de chlore. Donc en bas, vous avez l'évolution du nuage de chlore en altitude et juste au-dessus, c'est l'empreinte du nuage de chlore en largeur. Vous avez les 1F, 2, 2B, 5D, 8D, etc. C'est les forces de vent en mètres secondes et les conditions de dispersion dans l'atmosphère du chlore, avec une limite à 10 km, puisque le modèle n'est considéré comme plus fiable au-delà de 10 km. Tu sais quel modèle ils ont utilisé? C'est Aloha. Aloha, peut-être qu'ils l'ont fait avec FAST, mais j'en suis plus sûr. Donc on voit là-dessus qu'on a un phénomène de bouffée, le wagon de chlore rencontre une ruine, et on a un nuage très concentré, à peu près 6000 ppm, donc particules par million, c'est la concentration de gaz qui est générée. Et on va voir ce premier nuage qui va se propager progressivement, laissant une empreinte. Et quand le nuage de gaz se produit, on a une flaque qui se répand au sol et qui va générer, elle, un deuxième nuage et avoir une auto-alimentation de la sorte. On se rend compte également, donc c'est le petit graphique qui est en bas, je suis désolé, c'est un peu petit, que cette forte concentration, cette durée a une durée d'environ 20 minutes. Donc ça, c'est des recherches qui ont été faites par les Américains sur le Rabbit Project, qu'on verra un peu après. Et je vous ai mis quelques vidéos de sujets récents. Je la partage. Ah, il faut que je partage. Arrêter le partage et refaire le partage. Je suis désolé, je vais devoir faire cette manip-là plusieurs fois. Qui le son du partage. Bon, je n'ai pas besoin du son. Là, là-dessus, y a pas... Donc, ça, c'est l'explosion la plus récente de chlore qui s'est produite à Aqaba en Jordanie en 2022. Et donc, on peut voir
comment se produit le nuage de chlore. À partir, là, on était sur un conteneur de 20 tonnes de chlore qui, l'élingue a lâché, le conteneur est tombé et donc il s'est ouvert. Et on a que 13 morts. Bon. Pour autant, derrière ce phénomène-là, donc là, on voit le conteneur de chlore qui évolue sur le bateau, l'élingue qui va lâcher. Voilà. Et on a ce comportement du nuage. Il faut savoir que ce jour-là, il y avait peu de vent, et donc on a un nuage qui s'est répandu de manière circulaire et qui restait entre 2 et 3 heures sur le plan d'eau en l'état, avec une flaque qui a été gérée après coup, qui est restée quelques temps sur place. Pourtant, on a des températures qui sont importantes là-bas. Mais 20 tonnes de chlore, on est resté, j'ai pas l'empreinte exacte du nuage, mais on n'a pas été à 10 km. Donc, ça nous permet aussi de relativiser ce qu'on peut estimer dans nos modèles. D'ailleurs, pour ceux qui l'ont bien connu, l'exercice Domino 2022 a été pas mal alimenté par ce scénario-là. Quand on a travaillé sur la préparation de l'entraînement de l'exercice et surtout du RETEC, on s'en est pas mal servi. Et deuxième, je refais une manip de partage d'écran. Donc là, on est sur Festus aux États-Unis. Ou de la même manière, on a un wagon de chlore qui s'est percé et qui se répand. Donc là, on a un wagon de chlore qui est dans un site industriel. Hein. Donc quelque chose qu'on pourrait rencontrer chez nous. On dirait sur le bateau, on aurait pu le rencontrer également sur Fos-sur-Mer. Mais ce qui est important là-dessus, c'est de voir, puisqu'on est sur un gaz qui est lourd, chlore, ammoniac, brome, on est sur des gaz qui sont suffisamment lourds, et on se rend compte l'impact de la rugosité sur le nuage et sur l'évolution du nuage. On se rend compte que la petite haie que nous avions à proximité, pardon, les aléas du direct. Forcément, vous ne voyez plus mon écran. Voilà. La haie d'arbres que vous avez ici a largement contribué au fait de retenir l'évolution du nuage. Vous voyez, là, c'est assez notable sur cette image-là. Et on se rend compte que bien qu'on ait des concentrations très fortes, l'évolution du nuage est très contrainte tant par les conditions météo, le vent, etc., mais aussi par la rugosité. Ce qui signifie que dans les modèles qu'on fait de dispersion qu'on utilise pour le PPRT, pour les PPI, etc., on prend un outil FAST ou ALOA qui est un modèle en 2D et qui ne prend pas en compte une rugosité particulière. Sur Arkema Samené, par exemple, on a été jusqu'à mi-mai, alors qu'il y a un massif forestier entre les deux. Quoi. Donc, et on ne prend pas en compte la 2D, enfin on est en 2D, on ne prend pas en compte la 3D. Et Arkema, lors des premières études de danger qui ont donné lieu à ces fameux périmètres à 12,6 km de rayon, avait fait une simulation aussi en 3D. Et on avait des périmètres qui étaient très largement inférieurs. Hein. On dépassait même pas les 3 km, enfin on était, je crois même faire à 2 km. En revanche, la 3D n'était pas du tout et n'est toujours pas validée par le ministère, ce qui fait que dans les médias,
on reste toujours calé sur ces très grands périmètres pour les exploitants. Donc, on a souhaité vraiment relativiser sur ces périmètres et comprendre comment se pourrait se produire un nuage. Là, je vous donne d'autres types de modélisation. Donc, on retrouve Festus avec ses 22 tonnes de chlore et la recherche qui s'est faite sur plusieurs années aux États-Unis en plein désert. Donc là, ils avaient des capacités de chlore, des capacités d'ammoniac avec différentes fuites qui ont été testées, des fuites vers le bas, des fuites dirigées en atmosphère, des fuites petites, des fuites grosses. Et je vous donne un aperçu d'une fuite de chlore avec un vent établi, donc tel que nous pourrions le rencontrer ici dans les Bouches-du-Rhône avec un Mistral. On n'a peut-être pas que des gens des Bouches-du-Rhône de connecter. Et non, on a des gens du Lot-et-Garonne. Pierre ou Patrice, si vous voulez compléter mes propos, n'hésitez pas. Hein. Donc, prenez aussi le temps de déclenchement. Donc là, on est à, voilà, on est à 10 secondes. Donc, on a cette ruine partielle du wagon de chlore, mais qui est sur une fuite qui est quand même assez importante. Un vent établi et une propagation notable sans aucune rugosité. Là, tu connais la vitesse du vent, là? Je ne l'ai plus en tête. On était autour des 5 mètres secondes de mémoire. Alors, quand on fait les études de danger, en général, on les fait à 3 et à 8 mètres secondes. 8 mètres secondes, c'est en gros 6 km/h. Pour vous donner un ordre d'idée. Donc cette empreinte, ils ont coupé plus tôt, avant la fin de la vidange complète de la cuve, qui arrivait pas très longtemps après. On a une autre vidéo où on voit clairement cette flaque qui reste en pied de cuve et qui va générer une deuxième bouffée. Élément intéressant notamment pour les communes. Je me souviens d'une question de Martigues suite à notre discussion. Désolé, je dois encore refaire cette manip. Tac. Alice, tu me diras si ça répondait à tes questions, ou Jean-Marc aussi, par rapport à la Vera. Donc aux États-Unis, comme en France, on a ce kit du PFMS, du plan particulier de mise en sécurité pour les familles, qui est largement diffusé, mais aussi un comportement à avoir devant la dispersion d'un nuage toxique. Donc là, on parle du contenu du PFMS. Et globalement le même que chez nous. Voilà. Là, un petit focus sur Festus. Alors là, ce qui est important, et j'y reviendrai tout à l'heure, on parle de l'impossible opérationnel. Souvent, on dit que nos équipes d'intervention auront des difficultés d'intervenir sur un wagon, puisque trop concentrés, difficile de s'approcher, etc. Et on se rend compte que là, les équipes d'intervention ont pu intervenir. Donc, c'est les services de secours extérieurs ou c'est les services de secours internes? Je n'ai pas l'information. Parce que sur les sites comme une bonne question. C'est possible celle de Camoine, en général, ils interviennent eux-mêmes. Ils
Dans les matissés comme ça là. C'est surtout ça que je voulais vous montrer. Mais bon, ça coule de source, hein, on est sur un gaz lourd. Et donc, dans la notion de confinement, au-delà de dire aux gens de se confiner chez eux, il est important que les gens se confinent chez eux, mais dans les parties hautes de chez eux. Bon, là, aux États-Unis, ils faisaient le parallèle avec les bunkers liés aux tornades, parce que les gens ont tendance à, parce qu'ils se sentent en sécurité par rapport aux tornades là-dedans, la consigne était n'allez pas dans ces bunkers-là parce que vous pourriez y rester. Mais dans la logique de mise en sécurité des populations et de confinement des populations, c'est pas que rester chez vous, c'est rester chez vous et essayer d'aller dans les étages. Si ça se produisait, on saurait passer aux habitants dans le cadre de la donnée d'alerte, tout on rappelle les consignes de sécurité sur des risques toxiques. On ne voit pas si on conseille aux gens d'aller dans les étages. Et deuxième question, oui, si les gens vont parce que maintenant les PPTRP sont obligés dans les travaux de faire une zone de confinement. Est-ce qu'il vaut mieux être dans sa zone de confinement au rez-de-chaussée ou est-ce qu'il vaut mieux être quelque part dans les étages dans une chambre fermée? Là, ce qu'on peut voir, c'est qu'une zone de confinement sera plus efficace dans les étages qu'en rez-de-chaussée. Et en plus de ça, ce qui est important de connaître, nous, au-delà de dire aux gens « confinez-vous », on va aussi réfléchir à préparer le déconfinement. Parce que, à un moment donné, la concentration à l'intérieur sera plus importante qu'à l'extérieur. Ça paraît bizarre, mais on n'a pas des logements qui sont hermétiques. Donc, à un moment donné, il va falloir, il sera important de sortir parce qu'on sera plus en sécurité dehors que dedans. Donc c'est pour ça qu'avoir cette logique de se mettre dans les étages et d'avoir cette préparation pour nous, gestionnaires de crise, préparation du déconfinement, parce que ça veut dire qu'il faut se poser la question suffisamment tôt. À quel moment on dit sortez. Donc ça c'est des modèles qu'on calcule, hein, avec Aloha ou FAST, on est capable de faire ce travail. C'est une logique qu'il faut avoir. Sachant que si on était confiné à l'étage, ça veut dire que mécaniquement, comme ils n'ont pas les chaînes de sécurité en général pour repartir, on va pouvoir se retraverser leur maison pour aller dehors. C'est ça. En sachant que, et c'est pour ça que c'est important de comprendre le phénomène, c'est la temporalité du confinement. On est sur une cinétique rapide, mais on voit aussi que le nuage toxique, dans sa concentration la plus forte, on l'a vu tout à l'heure, on était sur une vingtaine de minutes. Sauf le cas de Aqaba où on est resté 2 à 3 heures sur un nuage concentré au même endroit, mais pas étendu. Le fait de comprendre cette phénoménologie nous permet d'essayer d'avoir des bonnes consignes à donner pour la mise en sécurité des gens. Là aussi, c'est d'avoir une maison d'une part hermétique, et si de plus on a une cheminée avec les courants d'air. On n'aura jamais quelque chose d'hermétique. Souvent on dit confinez-vous, arrêtez la VMC. Qui sait arrêter une VMC dans une maison? Mis à part aller sur le tableau électrique, qui est-ce qui aura l'idée d'aller au tableau électrique pour couper la VMC? Surtout si c'était un habitat collectif où la VMC elle est collective pour le coup. Non, par contre, Pierre pourra, je te laisse la parole juste après, parce que tu l'as lu dans les retours d'expérience. Je me souviens de Delphine Rib à Arles qui me posait la question, les plages de Bauduc qui sont exposées dans les 12 km de fosse, le wagon de Kémoine. Quelqu'un qui est dans sa voiture, est-ce qu'il est en sécurité? Est-ce qu'il peut se confiner dans sa voiture? Nous, clairement, on dit que quelqu'un dans une voiture n'est pas en sécurité puisque c'est pas isolé, etc. Pour autant, Pierre, je te laisse faire le retour des choses que tu as pu lire sur tes retours d'expérience. Oui, alors il y a quand même plusieurs choses. En fait, dans les nouveaux des retours d'expérience, ce qui a été vraiment extrêmement intéressant, c'est qu'on a les États-Unis qui, pour le coup, un peu à l'instar des analyses d'accidents d'avion, où ils lancent vraiment des analyses très poussées pour savoir pourquoi est-ce qu'un avion s'est crashé. Ils ont produit sur deux retours d'expérience. Donc, le premier, c'était à Houston en 1976, où il y avait 19 tonnes d'ammoniac qui s'étaient effondrées. En fait, il y avait
un camion qui transportait 19 tonnes d'ammoniac. Ils ont des espèces de bretelles qui font des étages. Des fois, il y a un premier étage, un deuxième, on les voit qui font d'autoroute. Et il y en a une qui a chuté. Vas-y. Je te mets la photo comme ça. Ah, super, nickel. C'est exactement ça. Je ne savais pas comment le. Voilà. Mais typiquement, c'est très intéressant, c'est ce qui est présenté. Donc là, nous avons alors excusez-nous pour un petit peu, c'est peut-être un peu petit, mais c'est l'exemple de Houston aux États-Unis. Voilà, on a nos fameuses vingtaine de tonnes d'ammoniac. On voit en haut à droite la photo de l'événement, donc on a tout cet ammoniac qui s'est répandu. Ce qu'ils ont fait, donc on voit la carte qui est un peu en bas. Alors je suis désolé, elle est un peu petite, mais c'est la forme qu'on voit en gris, l'empreinte qu'a donnée le nuage au niveau du sol. Et on a des petits carrés qu'on distingue un peu difficilement. Sur la gauche, on voit une espèce d'étoile rouge, c'est l'endroit où le camion s'est effondré. Donc c'est là. Je crois qu'on l'a perdu. On a perdu Pierre. Donc le temps qu'il se reconnecte. L'étoile rouge, c'est la zone d'accident. Donc ce camion que vous avez sur l'image, je vais vous passer la vidéo juste après. Avis au. Pas énorme quand même. Tu as été coupé. Je pense que tu peux reprendre à partir de l'étoile rouge. Ouais. Donc l'étoile rouge que nous voyons à gauche est l'endroit où le camion a chuté en fait de la bretelle d'autoroute. Et les petits carrés que nous voyons sont les victimes qui ont été pour le coup extrêmement bien précisées en termes de distance et de localisation. Et donc elles ont toutes été détaillées par rapport aux différents symptômes qu'elles ont eus. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que les décédés que j'ai modélisés avec des carrés rouges, le décédé le plus loin a été retrouvé à 145 mètres. Bon, moi, je trouve à titre personnel que pour 20 tonnes d'ammoniac qui explosent à proximité, 145 mètres, c'est pas assez loin sans être loin, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait des morts quand même un peu plus loin que cette distance-là, sachant que les gens étaient dans la rue. Hein. Le blessé grave le plus loin qui a été retrouvé à 516 mètres. Voilà. Et pour le coup, le blessé léger le plus proche, c'est-à-dire en fait qu'il y a eu que relativement peu de symptômes, était à 104 mètres. Et notamment, c'est ce que je pense qu'Emilien vous faisait la remarque, il y a deux événements intéressants, deux aspects intéressants sur cet événement. Il y a une voiture qui est donc à 105 mètres. La maman voit le nuage qui lui arrive dessus et elle a son petit qui est derrière dans la voiture. Et dit, j'ai pas le temps de réagir, et elle prend une couverture qu'elle avait dans la voiture, elle recouvre le petit de cette couverture et se met par-dessus. Et elle n'a pas, la pauvre, la présence d'esprit de couper la ventilation, ce qui fait que le produit rentre largement, puisque la voiture avait la ventilation qui rentrait, avec l'air qui venait de l'extérieur, qui rentrait dedans. Au final, elle a quand même été assez gravement blessée, mais le petit qui était sous la couverture à l'intérieur n'a quasiment rien eu. Et il n'avait qu'une couverture, hein. Aucun produit, aucune protection chimique, ni quoi que ce soit. Et elle, bien que gravement blessée, elle a quand même eu des séquelles assez importantes, n'en est pas décédée. Ça montre quand même que malgré tout, et on va le voir un petit peu plus en bas à droite. Alors en bas à droite, on voit écrit Houston Post Building, là, que j'ai entouré d'un petit carré vert. Donc là, en fait, c'est un bâtiment où il y avait un certain nombre d'employés qui étaient à l'intérieur et qui étaient vraiment, on le voit quand même dans le périmètre un peu dangereux. Et eux ont coupé aucune VMC, ont rien fait, et même, alors je ne vais pas dire qu'il y avait les fenêtres ouvertes, mais enfin en tout cas, vraiment n'ont pris aucune mesure de précaution particulière, sont simplement restés à l'intérieur à attendre que ça se passe. Ils n'ont quasiment rien eu. Voilà. Donc cet événement est assez intéressant parce que, alors malheureusement, on n'en a pas assez, des événements comme ça qui ont été aussi finement détaillés. J'en ai seulement 2 autres. Et malheureusement, les événements qu'on a ne sont pas assez détaillés, mais fort heureusement, on n'en a pas beaucoup. Ouais. Mais sur cette notion qui est la mise à l'abri et le confinement, en fait, il est évident que quand on n'a pas le choix, parce qu'il n'y a rien, on est mieux dans sa voiture en coupant les ventilations qu'à l'extérieur. En revanche, si tu as le choix entre être à l'intérieur ou sur ton toit, il vaut mieux être à l'intérieur. Quant à dire monter dans les étages, c'est pas une consigne nationale dans les médias.
Non. La seule et unique consigne qu'il y a, c'est confiner. celle de se mettre à l'abri dans le bâtiment en dur le plus proche. C'est ça. Fermer portes et fenêtres et essayer de colmater le plus possible. Ça, c'est les consignes nationales. Alors après, voilà, il faut quand même dire, il y a un autre événement, je peux le retrouver, où en fait, tout va dépendre de l'immédiate proximité, on va dire, des personnes avec le point d'origine du sinistre. Je sais qu'il y a eu un cas de figure, je ne sais plus c'était où aux États-Unis, où ils ont retrouvé des personnes mortes dans les voitures, mais elles étaient juste à côté, les pauvres. Mais vraiment juste à côté. Donc là, elles sont décédées, effectivement. Et pour revenir sur la question d'Alice de tout à l'heure, pour le PPRT de Martigues sur le sujet qui est le risque toxique, effectivement, on est en amont des travaux, rien n'interdit lors de la phase de consultation avec le bureau d'études de préconiser plutôt que ces salles de mise à l'abri soient plutôt à l'étage dans la mesure où les gens y aient accès très rapidement. Parce qu'il y a deux notions. Il faut se mettre à l'abri, mais le plus rapidement possible. Alors, je vais laisser. Vas-y, Emilie, tu voulais présenter la vidéo. Je rajouterai un petit élément. Vas-y. Ouais. Est-ce que ça veut dire qu'on pourrait donner comme consigne aux profs de demander aux enfants de mettre leur manteau sur eux, dans la logique de la couverture pour la dame, pour continuer à se protéger? C'est difficile de répondre à cette question. C'est un travail de 3 mois, donc c'est pas une thèse. Là, on fait que des constats. Maintenant, te dire que les enfants aillent dans les étages, effectivement, d'autres pays pratiquent le fait de donner cette consigne d'aller dans les étages. De dire que mettre une couverture ou un manteau sur les enfants, ça va suffire, je le dirais pas, parce que Sur l'expérience, ce qui ne vaut pas doctrine, on est d'accord, réglementaire, mais nous, par exemple, aujourd'hui, on est informé à l'école, la zone de confinement, elle est en rez-de-chaussée. Oui, mais en fait, il faut regarder cas par cas. En fait, le bâtiment, il faut regarder, ça se trouve, en étant en rez-de-chaussée, en colmatant, c'est mieux qu'en disant monter à l'étage, parce qu'à l'étage, ils n'ont pas la connaissance, pas la pratique, pas l'habitude, que les endroits, les zones à colmater, elles sont peut-être pas tout à fait adaptées. Donc, je pense qu'il ne faut pas donner une consigne générale. Il faut regarder vraiment cas par cas. Et est-ce qu'on est que sur du gazon? Parce que si on donne une consigne. Là, en l'occurrence, c'est que du chlore qui nous expose. Ouais. Parce que si on se met à l'étage, on est obligé de sortir de l'école. En plus, ouais, tu les fais sortir pour aller à l'extérieur. Non, la réponse n'est pas évidente à donner. C'est du cas par cas. Avoir un bâti qui est prêt au confinement, avoir un comportement pour faire le confinement avec le scotch autour des fenêtres et autour des portes, ça reste une consigne qui est bonne. Là, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est surtout pour relativiser le phénomène, essayer de comprendre ce qui se fait ailleurs et est-ce qu'il faut le réappliquer stricto sensu? Il faudrait qu'on étudie plus le sujet. Mais en tout cas, voilà ce qu'on constate. Quoi. De choses faciles à déployer pour un public d'enseignants et de data, comme on les appelle dans les écoles, qui n'ont pas de formation, qui vont devoir gérer des situations explosives avec plusieurs centaines d'enfants potentiellement. C'est vrai que des consignes simples comme si les petits ils ont leur manteau, ils se mettent un manteau sur la tête, ça va un peu l'aider à protéger. En fait, on voit bien quand on fait des formations, ils sont à la recherche de tout ce qu'ils vont pouvoir faire. Et nous, du coup, on est à la recherche de conseils simples à donner. Donc, c'est vrai que le retour sur la couverture, je trouve assez illustrant là-dessus. Je ne voudrais pas que les gens croient qu'en mettant juste un manteau sur soi, ils soient en sécurité. Avec le reste des mesures, en étant confinés, c'est ça. Une consigne qui peut donner qu'à une période de l'année, en hiver, en été, il n'y aura pas de manteau, donc c'est pas une consigne qui peut te donner de manière. Après, c'est du bon sens. Et cette dame qu'on ne connaît pas, qui a eu à l'esprit de faire ça et que ça a marché, mais voilà, c'est du bon sens que n'importe qui aurait pu avoir à ce moment-là, ou pas. Mais... Là, je vous partage la vidéo donc, de cet accident d'ammoniac.
On voit qu'à l'époque, les images qui étaient mises 76 ou 78. Non, c'est l'anniversaire, ça, c'est l'anniversaire. Commémoration. C'est la commémoration, donc forcément, c'est les images du moment. Mais vous allez voir qu'ils n'ont pas mis de gants pour pouvoir faire les images, quoi. Sauf si tout le monde est bilingue, je mets pas le son, hein. Donc là, on voit le camion. On verra mieux après. Donc là, on se rend compte que on a tout un tas de personnes qui contribuent à la gestion de crise, hein, à la gestion de l'événement. Qu'est-ce qu'on voit? On est peu de temps après l'événement, hein. On a des gens qui évoluent sans équipement de protection. On a des gens qui interviennent directement sur les victimes. Toutes les victimes ne sont pas mortes, bien qu'elles aient été exposées à des concentrations d'ammoniac très importantes. J'ai pas les conditions de vent du moment, hein, donc j'ai pas la dispersion de gaz. On se rend compte aussi que le nuage n'a pas dû rester très longtemps et qu'on est plutôt dépassé, non pas par le nuage, mais on est dépassé par la gestion des conséquences du nuage. Donc là, et on l'a vu sur Aqaba en 2022, hein, on était à près de 400 personnes qui ont été au centre hospitalier le plus proche. Là, je pense qu'à Houston, c'est pareil. On a une saturation du système hospitalier, rupture capacitaire des moyens qui interviennent. Mais on voit qu'on intervient, on fait quelque chose. Pierre, tu as le nombre de morts sur Houston, s'il te plaît? Oui. Il y a eu 7 morts. Et alors voilà, alors c'est un peu compliqué parce qu'en fait, dans les blessés, je ne devrais pas, mais on a les blessés graves et les blessés plus légers. Donc en fait, on a eu 200 blessés en tout, donc 78 qui sont allés à l'hôpital, mais en fait, qui ont vraiment eu un caractère de gravité, je crois qu'il y en avait une dizaine. Voilà, à peu près. Oui, bah, on voit qu'il y a pas mal, il y a des gens qui sont blessés avec le sang, etc. Donc on voit que c'est pas lié que à l'ammoniac. Et la dizaine, Pierre, c'est des UA, hein? Ah, c'est des UA, oui. Par contre, oui, pour le coup, ce sont des victimes qui étaient, à mon avis, c'est une grosse partie de ceux qu'on voit au sol, qui étaient vraiment pas bien, quoi. Là, eux, pour le coup, ouais, ils avaient vraiment eu des effets très importants de l'ammoniac dans les voies pulmonaires. Et on est sur de l'ammoniac et pas du chlore. C'est pas négligeable. Des urgences absolues. C'est entre blessés légers et blessés graves. Là, on se rend compte, on préconise en gestion de crise, sur un gaz toxique, le chlore ou l'ammoniac, que la seule action qu'on peut faire sur des victimes exposées au gaz, c'est de l'oxygénothérapie. Et donc, sur une des images juste avant, là, on voyait les gens effectivement appliquer cet oxygène aux différentes personnes. Encore une fois, ça reste qu'un exemple, mais c'est pour relativiser sur la gestion de crise et la gestion de l'événement. On est sur un TMD, on n'est pas sur un site industriel, mais on reste sur un nuage de gaz qui est quand même dimensionnant. Aussi, c'est que quand on fait la gestion de crise, on regarde assez vite, on envoie la police municipale, le national, ferme les routes, ils n'ont pas de pays. Ils n'ont pas de pays. Il faut qu'ils mettent la veste. La nationale doit aller récupérer ses EPI au commissariat pour pouvoir être équipée. Ouais. Après, c'est passé dernièrement avec la carte EMA. Le Code du travail dit que l'employeur est censé donner des EPI à ses salariés par rapport aux risques auxquels ils peuvent être exposés. Donc, je te dirais que si la police municipale peut être exposée à ce genre d'événement, ben, c'est à la PM c'est à Mairie de Martigues de fournir un. Non,
Un masque à cartouche. Un masque à cartouche qui a un large spectre peut suffire parce qu'ils seront pas sur des concentrations très élevées. Ils seront suffisamment loin pour pouvoir être en sécurité. Et après, c'est aussi être sensible par rapport à l'orientation du vent. Lire le vent, c'est aussi se mettre en sécurité. Donc, et tu as un autre problème, c'est que tu vas passer à tous l'habilitation aérienne. Après, moi, pour compléter ce que dit Émilien, moi, je rappelle que le chlore était quand même un gaz toxique utilisé pendant les guerres de tranchées en 14-18 et que les soldats n'avaient que des masques à cartouches rudimentaires à l'époque qui faisaient déjà un bon effet quand même. Donc, pour info, nos militaires actuellement sont envoyés sur les OPEX. C'est en discutant avec les militaires qu'ils m'ont permis de me rendre compte de ça. Parce que nous, on est sur de l'aérie, du masque à cartouche qu'on change régulièrement, une cartouche qu'on va changer régulièrement. Et quand je discute avec les militaires ils me disent, mais nous, on a notre masque à cartouche, on a 1 à 2 cartouches. On est largué sur un théâtre d'opération plusieurs jours et on n'a que ces 2 cartouches pour plusieurs jours. Donc, on peut être sur du toxique de guerre avec 2 cartouches. Donc, je ne dis pas que c'est bien. Je dis juste que le masque à cartouche, dans des concentrations qui ne sont pas celles dans la zone d'exclusion, je vais revenir sur cette notion de zone d'exclusion après, est efficace. Donc, comme tu as dit, ça permet de relativiser ce qu'on peut voir au sortir des études d'Angers. Alors, on va avoir un discours un peu paradoxal, parce que là, on vous dit que qu'il y a peu de morts, peu de morts autour du nuage, à proximité, etc. Il faut que je le dise encore. Et je pourrais abonder là-dessus, ouais, d'ailleurs, moi, sur un point. Ah voilà, super. Voilà, Pierre, je te laisse faire sur Retex. Alors, au final, pour faire une analyse un peu plus fine, il y avait 24 rétex qui ont été en tout cas, beaucoup plus meurtriers que les autres. Et donc, le but a été de discriminer un certain nombre d'éléments, parce qu'en fait, dans les rétex, par exemple, nous prenons le nitrate d'ammonium qui avait été dit au début. En fait, c'est un engrais hein, pour ceux qui ne connaissent pas trop ce produit-là. Le problème, c'est que oui, il a une composante toxique, chimique, mais à la limite, les gens qui mouraient des causes des incidents liés au nitrate d'ammonium mouraient à cause des effets détonants, c'est-à-dire en fait à cause des explosions et des effets missiles et de surpression qui étaient entraînés, que par les causes des effets chimiques. Donc du coup, ce nitrate d'ammonium qui générait beaucoup de morts a été écarté, on va dire, des données que je vais vous présenter maintenant, parce que, en gros, le phénomène d'explosion n'était pas ce qui nous intéressait en l'espèce dans notre mémoire. Et donc, je n'ai pris et gardé que ceux qui étaient liés à une cause uniquement toxique. Donc, on avait 24 rétex qui étaient intéressants. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit dans ces 24 rétex? Premièrement, les cercles de droite. Nous avons 10 de ces 24 rétex dont les morts ont été retrouvés à un périmètre inférieur à 100 mètres. 12 dont les morts ont été retrouvés dans un périmètre entre 100 et 500 mètres. Et 2 dont les morts ont été retrouvés dans un périmètre entre 500 mètres et 2 km. Et de la même façon, sur le graphique de gauche, nous avons donc sur ces 24 rétex, 12 rétex dont les blessés graves ont été retrouvés dans un périmètre inférieur à 500 mètres, 9 dont les blessés graves ont été retrouvés dans un périmètre entre 500 et 1 km 500, et 3 dont les blessés graves ont été retrouvés dans un périmètre entre 1,5 km et 5 km. Et donc, on arrive à cette conclusion que, grosso modo, quand on fait une cote mal taillée, en gros, des principaux pourcentages, 90% des morts sont retrouvés dans un périmètre inférieur à 500 mètres et 90% des blessés graves sont retrouvés dans un périmètre à 1,5 km. Alors, ces données auraient plutôt tendance, on va dire, par rapport à nos études de danger et tout ça, à nous rassurer, à nous dire, finalement, on fait des caisses, on dit des périmètres de 20 km, de 15 km, etc. Voilà, c'est plutôt rassurant. Il y a 2 défauts. Il y a 2 défauts à ces données-là, c'est que
on a en fait un nombre de rétextes détaillés qui est faible, en fait, qui est très, 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 très faible. Et ça, c'est un des principaux éléments qu'on a mentionné au niveau du mémoire. Il faudrait que nos grandes autorités, alors j'ai bien compris que dans certains pays, ça sera compliqué, mais fassent un peu à l'instar des États-Unis, des rétextes assez précis de la localisation des blessés, des morts, enfin des données un peu plus précises, parce que les deux, enfin, en fait, pour faire simple, là, ce que je vous ai donné, c'est des espèces, dans la plupart des cas, d'extrapolation. Je vais vous expliquer un petit peu comment on a réussi à récupérer ces données-là. Mis à part 3 rétex qui sont 2 aux États-Unis et 1 en Corée du Sud, les autres, en fait, c'est par rapport à des éléments de presse, alors qui sont pas faux, mais qui ne sont pas aussi sérieux, on va dire, qu'un rapport d'analyse, où ils vont dire, oui, on a quand même retrouvé un mort à 500 mètres du lieu du sinistre. Donc, moi, cette donnée-là, moi, elle était notée dans le tableau, mais c'est faible. C'est une donnée qui est, à mon avis, je ne vois pas pourquoi est-ce que les journalistes mentiraient, mais voilà, ça ne reste que de la donnée un peu journalistique. Et donc, on a ces fameux 3 rapports qui, eux, étaient quand même beaucoup plus détaillés et qui ont permis de donner des données beaucoup plus intéressantes. Genre, je ne sais pas, Émilien, tu parlais du rapport, peut-être pas celui de Corée du Sud, mais du rapport de Graniteville. Tu n'as pas parlé parce qu'il était sur le chlore, lui. Je ne sais pas si tu l'as présenté dans le PowerPoint. Non, je n'en parle pas sur Graniteville. Bon, alors rapidement, Graniteville, incident de plusieurs wagons transportant des produits chimiques et dont 60 tonnes de chlore qui se libèrent en 2005. Là, pour le coup, pareil, analyse très très fine au niveau des États-Unis, du nombre de morts, des distances, etc. Et en fait, on s'aperçoit que la localisation des personnes qui ont été mortellement blessées, le nuage s'étendait sur 760 mètres au nord, 300 mètres à l'est, 275 mètres au sud et 300 mètres à l'ouest. Donc, grosso modo, on avait un cercle de 300 mètres avec une espèce de panache style flèche vers 760 mètres vers une distance. Mais on est à 60 tonnes de chlore. C'est quand même des quantités astronomiques. Rappelez-vous, le sujet wagon de chlore avec le périmètre PPI à 12 km, c'est un wagon de chlore de 57 tonnes. Donc 66, 57, on est sur des mêmes types d'accidents. Et donc, on s'aperçoit qu'en fait, en tout cas de cet événement-là, alors on peut toujours tout redire, bon, il avait lieu dans on va dire, dans la banlieue d'une ville, puis c'était le train, voilà, et c'est explosé, c'était peut-être pas en péri-personne, enfin, c'était quand même un endroit qui était quand même peuplé avec des entreprises et tout ça. Et au final, les blessés graves ont été retrouvés à 760 mètres. Donc, c'est toujours dramatique, hein, les morts, les blessés de ces événements-là, et je ne suis pas en train de vouloir amoindrir la tristesse, on va dire, mais au final, on n'est pas dans des, comment dire, dans des données qu'on pourrait s'attendre telles qu'on fait des analyses de danger. Maintenant, le défaut, c'est que je vous dis, c'est que, et c'est important de l'avoir en mémoire, c'est que malheureusement, il nous faudrait plus de données pour avoir des données beaucoup plus précises. Bon, ces données-là, en fait, pour faire simple, si je devais donner un mot par rapport à ça, nous permettent de nous rassurer. Voilà. C'est pour ça que dans le mémoire, on a considéré ces périmètres-là comme des périmètres réflexes, mais pas des périmètres réfléchis. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir avoir une analyse un peu plus fine parce que peut-être qu'on va retrouver des morts un peu plus loin. Et tout à l'heure, je disais, les 90%, on a quand même 10% qui dépassaient ces périmètres-là. Et l'exemple est Bhopal, mais il y en a 2 autres, où on a retrouvé des morts à des distances un peu supérieures et des blessés graves à des distances un peu supérieures de ceux-ci. Donc voilà, il ne faut pas pour autant se dire que, mais 1,5 km, parfait, je sais qu'en dessus, il n'y a jamais rien à craindre. Non, c'est peut-être pas la vérité, peut-être pas aussi simple que ça. Je te laisse la suite, Émilien ou Patrice? Merci Pierre. Dans l'approche, dans la littérature, si je vous parle de Lagadec qui a fait de la syndinique, donc on a lu Lagadec, on a lu des chercheurs français, on a lu des chercheurs étrangers. Cette bibliographie, vous pouvez la retrouver dans le mémoire qu'on vous partagera à l'issue de la présentation. Ce que je retiens, c'est ces différents points qui sont logiques pour tout le monde et déjà appliqués pour tout le monde, mais c'est intéressant d'en reparler. Prévision, préparation. Prévision, si je prends l'étymologie du mot prévision,
praevidere, c'est voir en premier. Parce que j'ai vu en premier, je suis plus efficace après, je suis plus réactif. Donc, ce travail d'anticipation pour gérer les décisions, gérer ce phénomène de tunnel en situation de stress où je n'arrive plus à réfléchir, je suis acculé, et ben parce que j'ai fait de la prévision, parce que j'ai préparé, parce que j'ai déjà digéré des informations, et ben je subis moins ce stress. Et donc, j'ai une capacité de réponse qui est plus rapide. Donc, avoir cette logique intellectuelle dans nos pratiques, que ce soit au niveau d'un industriel, au niveau des services de secours, au niveau des mairies qui vont subir le sujet, c'est quelque chose d'important que de voir en premier et de faire ce travail de prévision. La sensibilisation des populations pour réduire le risque, cette nécessité de campagnes de communication régulières qu'on fait. On fait ces campagnes de communication dès qu'on met à jour un PPI, campagne de communication autour des PPRT. Mais pourquoi est-ce que les Japonais sont aussi efficaces devant le risque sismique? C'est parce que régulièrement, ils font des exercices en école, ils ont une sensibilité au risque. Est-ce que on a appelé au loup en fait. Au Japon, ils sont en plus exposés régulièrement. C'est-à-dire que nous, on fait ces campagnes d'information et puis c'est le CIPRE qui les porte, donc on voit bien que s'étiole au fur et à mesure parce que les événements, malgré tout, et tant mieux, sont particulièrement rares. Alors que au Japon, c'est génétique. C'est dès le ventre de leur mère, ils savent ce que c'est qu'un tremblement de terre, puisque il ne se passe pas une année sans qu'il y en ait un. Donc, ils sont très sensibles. C'est aussi lié à la prise au sérieux d'une sirène. En France, c'est qu'on a besoin de telle chose. Ah, ça doit être un exercice. Ah, ça doit être un exercice. Et ça continue à circuler, ça continue à. Après, on n'est pas des Nippons, on n'est pas des Germaniques, on est des Latins. Donc, effectivement, c'est aussi notre défaut, c'est que on n'est pas rigoureux. On a discuté longuement avec Alice de Biasi pour Martigues. Je sais que sensibiliser les gens qui peuvent être acculés pour d'autres sujets tels que le PPRIF sur Martigues, je peux comprendre que c'est difficile de passer les messages. Mais c'est répété et rappelé régulièrement par les chercheurs et c'est logique, que plus quelqu'un est sensibilisé, préparé et capable de se mettre en sécurité lui-même, plus ce sera efficace. Cette notion d'auto-sauvetage et d'auto-mise en sécurité, c'est indéniable. Lagadec parle de flexibilité dans la prise de décision. Il est appuyé par d'autres chercheurs. On va faire un travail de prévision, de préparation, de planification, mais il faut être sûr que le scénario qu'on va mettre dans notre plan, le jour où ça va arriver, ce ne sera pas du tout la même chose. Donc il faut être prêt à l'imprévu, mais parce que on a vu en premier, parce qu'on s'est posé les questions, parce qu'on a essayé de comprendre un peu la phénoménologie, on sera plus flexible que si on découvre le sujet au dernier moment. Quand vous êtes en voiture, le fait d'avoir répété, le fait d'embrayer, passer une vitesse, freiner, etc., le jour où je dois faire un écart, je suis capable de le faire, même si ça n'a pas été prévu. Autre sujet important, l'interopérabilité. Aujourd'hui, on travaille beaucoup en phénomène silo. On a le SDIS qui fonctionne, la police qui fonctionne dans son côté, l'industriel qui va être dans son côté, etc. Mais le fait de travailler de manière interopérée et d'être habitué à travailler en réseau et de partager les pratiques, d'avoir un référentiel commun. Je parle souvent de narratif commun qui fait largement rire mes collègues du CIR A7PC. Ce narratif commun, parler le même langage, avec les mêmes unités de mesure, avec les mêmes mots, c'est très important. C'est très important parce que plus on va avoir des freins entre services, plus ça va gêner la gestion de crise. Donc, travailler l'interopérabilité en amont, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et enfin, j'ajouterais le processus qualité. En industrie, dans le privé, on a ces process, on a cette habitude. On est souvent certifié. Et donc, on fait ce travail de Plan do Check Act, cette route des au travers de nos process internes. Pourquoi est-ce qu'on ne l'applique pas sur nos planifications de gestion de crise? Pourquoi est-ce qu'on ne met un PPI à jour, un PPI, c'est tous les 3 ans? Et on se voit
pendant 6 mois, 1 an pour mettre à jour un PPI, on se revoit dans 3 ans. Ben, pourquoi on n'applique pas un process qualité où on se voit tous les trimestres, on fait le point, comment est-ce qu'on a décliné le PPI, etc. Et aujourd'hui, la vérité est dans cette approche-là de se voir régulièrement pour se poser des questions, pour savoir est-ce que vous avez réussi ou pas à décliner telle mesure qui est écrite dans le PPI. Est-ce que cette mesure qui a été écrite dans le PPI est bonne? Et donc, ce process qualité, il est vraiment important à avoir en tête. D'ailleurs, tu viens d'utiliser un terme important, la déclinaison. En fait, on n'en parle jamais de la déclinaison de dispositifs Orsec dans les différentes organisations. Tout le monde prend l'Orsec et puis après se débrouille dans son coin, comme il peut, entre guillemets. Il n'y a pas de partage sur cette manière de décliner. Alors, sur les PCS, puisque les collectivités sollicitent tant le CIPRE que le SDIS et tout un tas d'autres partenaires. Mais ce n'est pas le cas des autres services de l'État, en fait. Non. Pour rappel, le Code de sécurité intérieure dit que toute personne, entité qui est identifiée dans une disposition Orsec, telle qu'un PPI ou autre disposition Orsec, a l'obligation de décliner les dispositions Orsec dans son cœur de métier, en vue d'être efficace le jour J. On se rend compte que beaucoup de services n'ont pas cette approche de déclinaison et attendent d'ouvrir le document qui fait 90 pages pour trouver des réponses quand on est en situation de stress au dernier moment. Ça reste que mon avis, mais si on a cette pratique d'ouvrir le document et de chercher la réponse au dernier moment, on aura des éléments. On essaie de mettre de la matière dans les PPI pour pouvoir aider l'expert qui va être là en cellule de crise pour qu'il ait de la matière sur les premières heures, mais quelqu'un qui n'a pas digéré le plan en amont perd du temps sur la réactivité. Est-ce que ça fait émerger des questions, des observations, ça vous choque ce que je dis ou pas? Non, ça reste dans le vérité. Parce que pas les dispositifs Orsec assez souvent, finalement, on a beau l'avoir décliné, nous par exemple à la ville de Martinique dans le PCS, on n'est pas en capacité de savoir si on a décliné toutes les dispositions des dispositifs Orsec nécessaires à une bonne gestion de crise à l'instant T. Ce qui veut dire que oui, on en a décliné, par exemple, qui est très classique, les 3 barrages routiers sont dans le PCS. Par contre, il faut être lucide, tous les dispositifs Orsec qui sont imprimés dans le salle d'écrit de la disposition, parce qu'il est fort vraisemblable, dans la logique où nous expérimentons pas assez souvent en interopérabilité, comme tu disais, que le jour J, on est quand même besoin d'aller parcourir dans le document 94. Est-ce qu'il y a une question, on parle de communication, mais il y a une activité sur ça. Est-ce que les industriels de Martigues, qui peuvent toucher la Béra notamment, quand ils font un exercice, ça arrive jusqu'à vous, à Martigues, où il y a le jeu qui est joué ou simulé? Non, quand ils font un exercice, il envoie un mail au PCS, au commandant de sécurité, qui nous transmet après donc, la fiche EP. Dessus, c'est marqué exercice, il marque le motif, et c'est tout. Il ne faut pas, en parenthèse, de jouer, parce qu'il a tellement. Après, quand je dis faire jouer, je vous donne un exemple poste. On travaille avec la police municipale. On a donc, la fiche GP, c'est après. Clairement, le temps qu'on s'organise et qu'on envoie la fiche GP. On a ce qu'on appelle le primo-message. Le primo-message qui est envoyé au SDIS, à la préfecture, non pas à la préfecture parce qu'il y a tout fax, au SDIS, à l'ADREAL et à la police municipale. Et cette fiche d'exercice ou POI réel, elle a 2 termes, soit c'est un POI, soit c'est un PSI. Et en travaillant avec la police municipale de France, il profite juste de la réception de ce passe pour dire je suis dans un cas de POI, quelle est ma chaîne d'appel et je simule, c'est une contre et je simule ma chaîne d'appel en cas de POI. J'ai un PSI, j'appelle mes rapports police municipale ou mes barrages de route, etc. et je joue cette action-là. Et je pense que c'est peut-être une bonne chose de pouvoir fonctionner de ce style pour justement vous entraîner, pas déclencher un PCS, mais être familier avec les premières actions. Mais en fait, les industriels, ils pèsent beaucoup sur leur POI, qui n'implique pas d'action particulière de notre part, mais hormis la fiche de réception, la réception de la fiche GP et
le fait de savoir qu'il y a un incident qui est en cours, mais qui est géré en interne sur le site industriel, qui ne passe pas à tous les pays. Non, mais c'est vrai que pays, hein. côtoyant plusieurs industriels maintenant, je perçois que les industriels ont peur du PPI, ont peur d'aller vers ce qui sort de chez eux. Là, je parle pas de PPI. Mais avoir un sujet POI qui va vers le PPI, on peut avoir un PPI, un POI en phase réfléchie qui peut ou pas ou presque sortir. On est presque dans l'infra PPI ou dans le début PPI. Ça peut être intéressant que de faire jouer la mairie, même demain, si vous appelez la préfecture, le CIR 7 PC en disant bah, j'ai un exercice, je vais au PPI, ils joueront. Oui, non, mais moi, c'est justement. Mais on a plusieurs infos importantes dans ce que tu as dit, Nicolas. Alors déjà, chez Rhône Énergie, c'est une spécificité que vous avez de cette petite fiche en amont de tout le reste. Le primo message, ce n'est pas le cas d'aucun autre, en fait. Donc, c'est vraiment une spécificité Rhône Énergie qu'il n'y a pas ailleurs. Après, charge à chaque collectivité, quelque part, même si il n'y a pas communication des tableaux annuels, parce que, bon, Rhône Énergie communique de manière large son tableau d'exercice annuel, et ben, tous les mois, sauf juillet-août, Nicolas, il donne rendez-vous à tout le monde et qui veut participer. Ah, même juillet-août. Et aimer à chaque fois la thématique. Donc après, à charge à chacun de dire, bah, tiens, je sais qu'il va y avoir un exercice telle date, est-ce que ça ne serait pas l'occasion pour moi de m'y entraîner? Et en plus de ça, la police municipale reçoit en réel, donc rien n'interdit à la collectivité de se dire, bah, je sais qu'il y a un exercice POI, bah, j'en profite pour voir, est-ce que, vu où ça arrive, est-ce que l'information est bien arrivée? Est-ce qu'elle a été bien digérée? Est-ce qu'elle est remontée jusqu'à monsieur le maire? Est-ce que Jean-Marc a eu l'info? Et ça fait phosphorer. Et c'est peut-être comme ça que petit à petit, FOSS, ils sont montés en crescendo par rapport à l'organisation sur le sujet industriel. Après, pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, quand le PPI est effectivement activé, ben, là, souvent, on ne va pas trop regarder dedans quand on est une commune, puisqu'il y a un peu cette règle de subordination du préfet. Et on le voit bien sur les exercices, finalement, on est tous à l'attente de quelles sont les décisions prises en COD, parce qu'on sait qu'on n'a pas la main sur ce qui va être décidé sur le terrain. Donc, mais c'est cet ensemble, et au plus on le jouera, au plus on s'y entraînera, au plus on a et tu l'as parfaitement dit, ben de la prévision, puisqu'on l'aura déjà vu une fois, et on sera capable de mieux réagir. Dans l'exercice domino, pour reprendre l'exemple de Rhône Énergie, on avait cette notion qui était de demander l'évacuation parce qu'il y avait la potentialité d'un boilover. Bon, l'autorité préfectorale a eu plus que la difficulté du monde à le demander. Ben, la mairie, au bout d'un moment, même si ça a été compliqué et douloureux, a pris la décision de lancer l'évacuation en cas de boilover. Quid de l'autorité préfectorale, parce qu'ils estimaient que sur l'échelle de la gravité de l'exposition des gens, il était préférable de faire évacuer les gens au vu des informations qu'ils avaient, sans attendre la décision du corps préfectoral. Mais ça, c'est l'entraînement, tu vois. Maintenant, je pense que les acteurs locaux sont conscients des délais de prise de décision à l'échelle étatique, pour le coup. Bon, on l'a vu la semaine dernière. Et en même temps, les risques sur de la cinétique. Et malgré tout, il y a le côté, certes, il y a un côté juridique et judiciaire en disant, OK, bah, de toute façon, c'est lui qui est responsable, moi je m'enlève un peu les mains, mais tu as aussi le côté, enfin, faut venir avec soi-même, si tu sais qu'il faut faire quelque chose, que le dispositif faut faire quelque chose, que la décision ne vient pas, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, c'est une vraie question. Et nous, on s'est déjà posé des questions. Qu'est-ce qu'on fait en cas de désaccord? Qu'est-ce qu'on fait si la décision est très trop et qu'elle est venue en jeu? Et un moment, enfin, pour moi, il n'y a pas que le côté juridique. Il y a aussi le côté pour vivre avec soi-même, parce que la fin, c'est vous. Et bien ça, c'est l'entraînement qui te permettra de te conforter dans ta prise de décision. Le gène du pompier, il n'existe pas. Il s'entraîne, il s'entraîne, il s'entraîne, il s'entraîne. L'exercice de l'exercice de l'année, au début de ça. Quand on déplace dans le CE des crises, c'est un exercice qu'on fait 3 fois dans l'année. Après, votre message, je le comprends. Nous, quand l'AGRA nous envoie un exercice, donc tout le monde reçoit le mail. Tout le monde, on sait qu'il y a un exercice. Mais ce n'est pas pour ça, justement, qu'on s'entraîne derrière. Non, mais après, je dis pas que c'est la bonne solution. Non, on échange un savoir. Et pour revenir à ça, c'est aujourd'hui, on a cette pratique. Alors, c'est pas fausse, parce
que là, on parle de René Énergie, mais c'était souvent, mais c'est pas FOSS qui a décidé ça, c'était notre organisation au niveau mondial qui raisonne comme ça. À l'époque, on était ExxonMobil. Et c'est pas vieux non plus, parce que il y a quelques années, on était comme tout le monde. Le sinistre va s'arrêter aux frontières de notre unité, de notre raffinerie. On est une raffinerie, il n'y a aucun risque pour les populations et tout va aller bien. On a accepté de dire qu'on était sur un site industriel classé CIO, avec les risques qui vont associer. Et le meilleur moyen que tout le monde s'en sorte, c'est de communiquer quand il faut communiquer et de travailler ensemble. Mais ça, c'est suite aux accidents qu'il y avait eu au Texas, non? Oui. Donc aujourd'hui, la pensée forte, je parle pas des autres sites, mais de notre site, c'est ça. C'est on ne cache rien, on dit tout, on travaille ensemble, on se voit suffisamment souvent avec les risques majeurs de force sur ces thématiques. Et même la police municipale me disait, ah ben nous on est contents parce que chaque fois qu'on a un scénario, parce qu'on parlait de PPI aussi, mais avant nous, on a peut-être la chance aussi de ne pas passer immédiatement sur du PPI. Il y a quelques scénarios, mais c'est pas la majorité. Ce sera une phase 2 après un POI. La police municipale, qui est l'entrée de la mairie de Côte-sur-Mer, c'est notre voie d'entrée, peut-être 24-24, permet d'avoir une information qui n'est pas, j'entendais parler de mail FIGP, qui n'est pas la FIGP, parce que la FIGP, elle sera faite au moment où le cadre permanent sera arrivé, parce que si ça arrive à 2 heures du matin, ben, il faut qu'ils viennent jusqu'à la raffinerie pour envoyer cette FIGP, mais c'est une FIGP d'une situation. Quand la personne habilitée à le faire, le fait. Ce n'est pas la personne physiquement sur le terrain qui est en train de gérer la crise qui va pouvoir rentrer sur le bureau. Donc, c'est peut-être à T plus 1 heure. Alors que la primo. Et le premier message, c'est au moment où on appuie sur le bouton, au moment où on appelle les renforts internes de la raffinerie, que la fiche, elle part. Poste de garde, direct. Non, c'est même la seule conférence. Directement. Quand je trouve la FGP, des fois, arrive 1 heure, 1 heure et demie après. Ah, mais c'est normal. Mais j'allais dire, c'est normal. C'est aussi la connaissance qu'il faut connaître, nous, industriels, et nous, mairie, et le SDIS, toutes les personnes qui sont autour du sinistre, c'est quelle est la cinétique, quoi, du moins, et quels sont les délais pour avoir des informations. Si vous dépendez, quoi, si vous avez la seule information qui va arriver, c'est la fiche GP, 1 heure et demie, ça ne marche pas. Parce que l'organisation, la montée en puissance au niveau du site, en pleine journée, vous l'aurez dans 2 quarts d'heure. De nuit. Non, mais ça me fait journée, puis je dis 1 heure et quart, 1 heure et demie. En pleine journée, c'est 15 et 30 minutes. Quoi. Ah oui, non, mais 1 quart d'heure, ça ne me choque pas faire une fiche GP en 1 quart d'heure. Mais simplement en retour, en partage d'expérience, moi je suis en activité, donc j'étais là, je suis aussi responsable du HSE de témoin de Côte-sur-Mer. Nous, ce qu'on faisait chaque année, on associait Marion de la mairie de Côte, Marion, à notre exercice POI. C'est-à-dire qu'elle venait en salle de crise, assister à l'exercice POI annuel. Et ça leur permettait aussi de voir comment on fonctionnait concrètement, de visualiser les lieux aussi, de comprendre comment le temps que ça prenait de prendre certaines décisions. Et donc, le côté mairie, c'est une expérience riche pour eux, parce que quand ils retournent dans leur mairie et qu'ils ont géré la communication entre la cellule de crise et le PCS, d'avoir pu visualiser, participer à l'exercice, de voir comment on était organisé, ça améliore aussi la compréhension réciproque et ça crée une certaine confiance. Et voilà, ça c'est des petits points positifs. Et par rapport à ça, qu'on n'a rien à cacher globalement. Et par rapport à ça, ça permet aussi d'avoir des spectateurs dans une salle de crise industrielle, qui permet aussi, bon, moi je fais un petit peu le modérateur sur les exercices, de mettre gentiment des rectifications à mon équipe de direction en leur disant arrêtez de parler industriel. Et ça permet aussi aux SDIS, par exemple, quand ils sont là, arrêtez de parler pompiers. On est sur ce fameux narratif commun et cette nécessité d'interopérabilité. Puisque quand, quand le SDIS arrive, l'officier de liaison est là et qui me dit, qui dit à mon équipe, à l'équipe de direction, j'ai un CDHR et un FMOGP et mon équipe de direction regarde avec des grands yeux. Et à mon titre, l'industriel dit c'est un pipe de C4. Donc, dans la tête du public, c'est un tuyau avec des explosifs corses.
ça ne marche pas. Alors, c'était du butin. Donc, c'est voilà, ce narratif commun et cette partage d'informations et ce non-filtre qu'on met en place. Tu viens quand tu veux pour l'exercice. Je vous propose qu'on continue. Sinon, vous ne mangerez pas à midi. Parce qu'il faut avoir une flexibilité et être capable de devoir gérer l'incertitude. Notre souhait était d'orienter une stratégie opérationnelle autour de cette logique-là, des grands principes opérationnels qui guident un peu, qui est le socle de notre réflexion et qui guide un peu notre réponse opérationnelle. Une organisation spatiale et temporelle, des scénarios de référence qui nous donnent un dimensionnement, une aide à penser, des effets à rechercher pour chacun des services, des outils d'aide à la décision, peut-être que Patrice pourra nous en parler après s'il est encore connecté, et ce travail d'interopérabilité qui, in fine, est notre objectif. Donc, dans ces principes opérationnels, vous pourrez le voir dans le mémoire, c'est plus détaillé. Donc, on a cette notion d'alerte précoce. Je gagne du temps, ça part de l'industriel, ça peut être sur un sujet TMD, mais j'essaie d'avoir une alerte au plus rapide. Et d'ailleurs, une de nos préconisations était de pouvoir donner l'usage de l'outil FR Alert directement à un industriel, puisqu'aujourd'hui, il s'est déclenché uniquement par un préfet. Alors certes, Cogic, maire et préfet peuvent déclencher FR Alert, mais pourquoi ne pas donner cet outil Cell Broadcast à un industriel pour pouvoir, dans un cadre très strict, diffuser une information de la nécessité de se confiner de manière la plus rapide possible. Puisque, on peut s'arrêter 2 secondes sur FR Alert, puisqu'on l'a testé la semaine dernière, enfin la mairie de Martigues a testé la procédure la semaine dernière dans le cadre d'un exercice de forêt fort intéressant. Maximilien, tu peux nous rappeler, je crois qu'entre la demande et la validation, il s'est coulé 1 heure à peu près, je crois. Ouais, alors 1 heure, alors le temps de remplir le formulaire, peut-être le quart d'heure. L'endroit, localiser le lieu, ensuite se trouver le périmètre, etc., remplir le papier, le faire signer par l'élu, le scanner, c'est passé peut-être un quart d'heure, ouais, c'est ça. Après, on a transmis la demande par mail, a été rappelé 10 minutes après, c'est un PPC qui a validé le formulaire. Il s'est passé entre 10 et 20 minutes pour que c'était validé, qu'ils allaient faire la communication. Donc, il s'est passé une demi-heure, 3 quarts d'heure. Le moment où on commence à remplir le formulaire et au moment où ça a été validé, ils allaient faire la Effet croustillant. Mais ça, bon, après, derrière, il y a eu un problème. En fait, ça c'est autre chose. Mais bon, il y a eu un problème de serveur, donc ça rien n'était pas disponible seconde. Et ce qui est important, c'est qu'entre le moment où on décide de le lancer et le moment où on peut vraiment appuyer, c'est cool 1 heure, on se rend compte que ça ne marche pas. Donc, du coup, tu n'as pas le temps de te retourner. Et d'où certaines collectivités, et la mairie de Martigues, depuis le début de FR Alert, milite pour que les maires puissent aussi, dès lors où on a ce type de phénomène un peu particulier, pouvoir également lancer FR Alert. Parce que la mairie de Martigues, c'est pas pour annoncer qu'il va y avoir des festivités au port, hein, c'est vraiment parce qu'il y a un événement. La DGSCGC tend à vouloir donner FR Alert aux exploitants dans le cadre des grands barrages, notamment, cas de rupture de barrage. On a participé à un séminaire avec eux, c'est l'orientation qui est prise. Pour l'instant, ça n'a pas évolué, mais c'est un sujet à surveiller, peut-être à marteler ce besoin essentiel auprès de l'entité ministérielle. Mais pour moi, ça me semble essentiel. Enfin, si on est sur une cinétique rapide qui peut tuer beaucoup de gens, si on n'alerte pas au plus tôt, on a perdu quelque chose, quoi. Une question, on parlait sur la partie communiquer vite. Un outil qui peut être utilisé au niveau de ce qui est pas bien d'école de la VARA. On a tous les industriels, on a un système automatique d'alerte. On peut sélectionner des menus différents. Est-ce que clairement, côté la VERA, il y a appel des voisins? Quand je dis appel des voisins, ça veut dire appel que des gens dans le périmètre de la VERA, j'appuie sur le bouton et ça sonne l'école. Sur la plateforme de la VERA, il y a un outil comme chez vous, mais ça, on va tous se revoir à la rentrée pour parler d'un outil collectif de par les industriels. Mais en plus de ça, la mairie, elle a aussi un outil téléalerte, mais qui est basé sur le fait que chaque citoyen doit aller s'inscrire.
Non, et puis la technologie est différente. FR Alert envoie un message C'est passif. via les relais et informe chaque téléphone, alors que l'outil GDCOM, T-Alert ou autre, c'est un listing de numéros. Et en fait, le logiciel envoie le message et prend les numéros un par un. Et en fait, c'est beaucoup plus long. Et on se rend compte que la dernière fois chez Kemwan, on déclenche l'outil, commence à lancer l'outil GDCOM de chez Kemwan, ça part les uns après les autres, bien un quart d'heure, 20 minutes avant d'envoyer FR Alert. Et FR Alert est arrivé longtemps avant l'arrivée de. Après, je ne parlais pas de dire d'automate d'appel. Enregistre tous les numéros de téléphone de la gare, mais la bande des 100 mètres ou des 300 mètres. Nous, on a 155 numéros de téléphone qui partent en même temps et qui arrivent en même temps. Moi, la question que je me suis posée et que je n'ai pas trouvé de réponse encore, c'est qu'est-ce qui empêche un industriel, un maire, une entité de se doter d'un outil Cell Broadcast qui est accessible dans beaucoup d'entreprises sur le marché. Je n'ai pas vu que c'était un outil qui était purement à la main de l'État. J'ai pas vu de texte réglementaire dessus. Donc, qu'est-ce qui empêche un industriel, une mairie, de se doter d'un outil Cell Broadcast? Je vous laisse chercher de votre côté. J'ai pas trouvé la réponse. On entend le message. Je pense qu'il y a une réalité de coût, parce que quand tu regardes le coût. Donc, je vais essayer d'accélérer un peu. Dans ces principes opérationnels, une compréhension rapide du sujet, au même titre que l'alerte, c'est quelque chose d'important. Et donc, avoir des outils d'aide à la décision en fonction de l'orientation du vent, qu'est-ce que ça peut impacter, comment structurer mon réseau de mesure au plus vite. Pour nous, ça nous semblait essentiel pour gagner en réactivité et avoir une montée en puissance des moyens. Souvent, on attend d'avoir un message avant d'envoyer des moyens. Peut-être que demain, il faut lancer les moyens jusqu'à des points de regroupement des moyens et ensuite développer sur le terrain. Donc ça, c'est une pratique qu'on fait en feu de forêt. Pourquoi si on le fait en feu de forêt, pourquoi on ne le fait pas sur de l'industriel? Donc voilà, tout un tas de grands principes à appliquer qui nous permettent de structurer notre réponse opérationnelle le jour J. J'accélère un petit peu parce qu'il y a des points qui sont importants à mon sens avant la fin de ce rendez-vous thématique. Souvent, on parle devant un toxique d'équipement de protection individuelle. On a parlé tout à l'heure des masques. Sauf que dans la logique du travail, encore une fois, on a d'abord une approche collective avant d'avoir une approche individuelle. Et donc, dans l'approche collective, pour se mettre en sécurité, c'est une notion de zonage. Au niveau du service de secours, la première chose qu'on va mettre en place, c'est un zonage en distinguant 3 zones. La zone d'exclusion en rouge, la zone contrôlée en jaune et la zone de soutien en vert. Pour des besoins de simplification pour un directeur des opérations, on a parlé de zone 1, 2, 3, et dans lequel on identifie quelques petites explications qui permettent de simplifier un peu le langage. On a aujourd'hui des PPRT, des études de danger, qui sont dimensionnées sur des valeurs françaises de toxicologie, les SEI, les SEL, donc c'est des effets irréversibles, c'est des effets létaux, c'est des effets létaux significatifs, c'est des effets réversibles, je l'ai oublié. Et c'est ce qui structure les périmètres PPRT, les POI, mais quand on discute avec la CASU notamment, la cellule d'appui en situation d'urgence de l'INERIS, ministère de l'Environnement, on a un guide clairement qui précise qu'en situation d'urgence, les valeurs françaises ne sont pas à utiliser puisqu'elles sont incomplètes. Elles sont incomplètes en termes de revue scientifique et elles sont incomplètes en termes de prise en compte de la population. L'INERIS préconise d'utiliser des valeurs américaines que sont les AEGL. Donc, je ne me souviens jamais de l'acronyme. Veuillez m'en excuser. Les AEGL, c'est Acute Exposure Guideline Level. On a d'autres valeurs américaines que sont les ERPG ou les IDLH, mais les AEGL ont l'intérêt d'être similaires aux valeurs françaises, puisqu'elles sont
détaillé dans différentes temporalités. Et en l'occurrence, l'AEGL 60 minutes, au même titre que le SEI 60 minutes. On pourrait en faire le pendant. L'AEGL prend en compte les populations dites sensibles, alors que le SEI ne prenne pas en compte les populations dites sensibles. Qu'est-ce qu'une population dite sensible? C'est les enfants en bas âge, c'est les personnes âgées, c'est les gens asthmatiques ou les personnes qui auraient d'autres pathologies respiratoires. Et donc, l'INERIS nous dit que prendre les AEGL parce qu'elles sont plus documentées d'un point de vue scientifique, parce qu'elles prennent en compte les personnes sensibles, à peu près 10% de la population, c'est se donner toutes les chances d'avoir une meilleure gestion de crise et d'être plus précis dans notre manière de faire. Ce qui est compliqué, c'est que si on compare l'AEGL2 pour le chlore, l'AEGL2 pour le chlore est à 2 ppm, alors que le seuil des effets irréversibles utilisé pour PPRT est à 19 ppm. Donc, aujourd'hui, si j'applique l'AEGL2 sur un PPRT, je passe d'un périmètre PPRT à une dizaine de kilomètres, je passe à 20 km. Donc, d'un point de vue politique prévention, d'un point de vue mesure barrière pour l'exploitant, c'est pas viable. Pour autant, en situation d'urgence, quand je fais mon réseau de mesure, quand je positionne mes points de barrage avec des PM ou des polices municipales, si je prends en compte l'AEGL, je suis plus sécurisant. J'évite d'avoir un droit de retrait, je prends en compte 10% de la population. Nous, en service d'urgence, service d'incendie de secours, CASU, on parle tous en AEGL2. Encore en décembre dernier, sur l'exercice Arkema à mener, on avait auprès du préfet un expert Bréal qui parlait en SEI et on avait un expert pompier qui parlait en AEGL2. Donc devant un préfet, ça va pas. Et le BMP et le SDIS étaient en plus d'accord, ils étaient sur la même unité de mesure. Ouais. Donc, on préconise dans notre mémoire et on tend à faire évoluer les PPI au même titre que certains départements ont fait ce choix-là, d'intégrer une valeur de référence, un narratif commun dans le PPI, pour qu'en situation de crise, on parle autour de l'AEGL2. Je ne remets pas en cause l'usage des SEI dans la prévention, puisque c'est de la prévention et c'est de l'aménagement du territoire, mais en situation d'urgence, la valeur à utiliser pour l'heure et l'AEGL2. Pourquoi je dis pour l'heure? C'est que l'INERIS, l'AEGL2 est très sécurisant. C'est ceinture, bretelles et parapluie. L'INERIS s'est rapproché du RIVM, un organisme similaire hollandais, qui a 3 valeurs, le LBW, l'AGW et le VRW. Encore une fois, ce sont des acronymes néerlandais, donc je les connais encore moins. Le VRW, c'est la valeur de référence pour l'information, l'AGW, c'est la valeur limite d'alerte, et le LBW, c'est la valeur la menaçant à vie. Et il se trouve que ces valeurs hollandaises se situent entre l'AEGL et le SEI, mais est quand même plus près de l'AEGL. L'INERIS est déjà prononcé sur l'usage de ces valeurs-là pour le dioxyde de soufre et tend d'ici 2026 à traduire toutes les substances connues en France. La toxicologie, c'est une science incertaine parce que on fait des tests sur des animaux, sur des rats, etc. Et l'appliquer sur l'homme, c'est toujours compliqué. Donc là, ils se sont donnés 2025 pour choisir la méthodologie et 2026 pour traduire les substances, pour avoir un référentiel de valeurs toxicologiques qui soit plus consolidé que celle qui existe pour l'heure. Donc, c'est un sujet à surveiller. Peut-être que l'AEGL2 pour le chlore sera rendu plus précis avec la traduction des valeurs hollandaises. Mais ce qu'il faut retenir de ça, c'est que les valeurs qu'on a dans les études de danger, qui sont cadrées par une réglementation précise, elles sont incomplètes pour la gestion d'une situation d'urgence. Et ça, c'est clairement écrit par les études de l'INERIS, et qu'il s'agit d'utiliser davantage les AEGL comme narratif commun. Pour autant, ça ne reste qu'une recommandation de la série Oméga de l'INERIS. Ouais. Ça ne vaut pas force de loi. Ça vaut qu'aujourd'hui, on est un peu embêté parce que
le ministère de l'Intérieur ne prend pas position et le ministère de l'Environnement reste sur sa SEI. Logiquement. Logiquement. Parce que l'impact économique sur les industries serait trop fort et l'impact sur le fait de redéfinir tous les PPRT serait trop fort aussi. Donc, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est en situation d'urgence. Demain, on a un TMD, donc hors site Céveso, hors PPRT, on parlera d'un GL. Donc, le nuage toxique sera le même. Nos périmètres PPI, les derniers, ceux qu'on a travaillé dernièrement ensemble, on reste quand même sur un périmètre PPI. Alors, par chance, c'est le boil-over qui a sifflé la fin de la récréation. Mais pour le cas où on aurait une SEI qui serait inférieure à un périmètre de surpression ou de flux thermique, mais que la EGL serait supérieure, dans ce cas-là, quelle serait la position? La EGL, c'est que pour le toxique, c'est pas pour la surpression. Ouais, mais mais toxique, effectivement, sur la Vera, actuellement, on est à 12 km. Ça nous ferait pousser le périmètre PPI à 20 km. Ce serait pas cohérent. C'est pour ça que c'est important de rester sur l'étude de danger. Mais dans la détermination de notre réseau de mesure et la remontée des valeurs, avoir ce narratif commun en COD avec cette valeur AEGL. Demain, si je fais une modélisation sur les différents logiciels qui sont utilisés, les logiciels sont en AEGL. Je n'ai pas le SEI. Donc, c'est encore une raison de plus pour. C'est franco-français. Ah oui, c'est des valeurs françaises. Alors, j'ai un double langage dans les propos de ce matin, parce que avec Pierre et Patrice, on vous dit ce matin que la compréhension du phénomène fait qu'au-delà de 1,5 km, 2 km, on n'a plus beaucoup de victimes. Et là, tu vous parles de 20 bornes. Et là, je vous dis d'étendre le sujet. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est cette notion d'avoir une valeur de référence. Une valeur, quand on est en inondation, on parle on parle quoi en mètres cubes secondes, on parle en hauteur d'eau. Souvent, on a cette problématique. Et on a arrêté une valeur pour qu'en situation de crise, on parle le même langage. Là, c'est pareil. C'est quel est le même langage. Et donc, parce que on n'est plus documenté scientifiquement, parce qu'on a une cellule d'appui en situation d'urgence qui nous parle dans cette unité, parce que nous, on utilise cette unité-là grâce à nos modèles utilisés, parce qu'on va demander le retour que les gens de terrain, les valeurs qu'on va avoir du terrain, on va les confronter à la EGL2. Et on va faire notre sectorisation par rapport à ces AEGL. Et donc, ce ne sera pas fait sur la SEI. Et par rapport aux industriels, la question qui m'a été posée, c'est est-ce que dans mon approche des études de danger, est-ce que je dois refaire mon étude de danger et mettre de l'AEGL? Réglementairement, on ne vous l'impose pas. Maintenant, si on se pose la question de manière individuelle, avec je suis mature devant mon sujet, et je ne me cantonne pas qu'au minimum imposé par la réglementation. On est tous matures devant la crise. Si je dois juste rajouter une colonne dans un tableau, avoir ECI et EGL, est-ce que ça coûte grand-chose? On parlait de l'incompréhension entre le SDIS, l'Adréal et le préfet qui est au milieu et qui entend de choses. Ça peut être la même chose aussi quand nous, on officialisons bien sur le site. Tout à fait. Et qu'on va lui dire, mon rayon de danger, il est de 400 mètres et je vais être obligé de me friter avec l'officier de liaison qui va me dire, mais non, c'est 700. Donc, c'est compliqué aussi. Nous aussi, on veut que dans le rayon de 700 mètres, il ne faut pas se blesser. C'est pour ça que la vérité, elle n'est pas l'une ou l'autre. La vérité, elle est sûrement entre les deux. Mais pendant des années, on nous dit c'est 400. Voilà, c'est complexe. La vérité est entre les deux. Mais si on se positionne sur les AGL, on se donne beaucoup plus de chances d'être en sécurité que d'être sur le SEI. Voilà. Encore une fois, guettons le travail qui est fait par l'INERIS sur la traduction des valeurs hollandaises. Et d'ici 2026-2027, on aura plus de matière pour structurer nos... Rien n'interdit de rester comme on est aujourd'hui, c'est-à-dire avec une SEI qui est plutôt orientée pour des problématiques de maîtrise d'urbanisation.
et d'avoir une AEGL qui est née à des fins exclusives que de situations d'urgence. Et ne plus utiliser la SEI pour les situations d'urgence, mais d'avoir les AEGL. Et il faut qu'à Paris, ça tranche. Donc ça, c'était la sectorisation spatiale. Aujourd'hui, on a une circulaire qui s'appelle la circulaire 700, qui a vocation à structurer la réponse de l'État en cas d'attentat. Et donc, cette répartition spatiale des moyens entre la zone d'exclusion, la zone de contrôlée et la zone de soutien, elle existe. Et on répartit, nous, notre organisation de crise par rapport à ça. Il est écrit que cette circulaire 700 peut être utilisée pour répondre à un accident industriel. Et donc, il est attendu une réponse dans les 30 minutes pour commencer à déployer ce dispositif-là. On a essayé de traduire ça dans un... Bon, là, c'est un peu lourd, hein, mais de traduire ça autour d'une chronologie d'événements, de montée en puissance. Qu'est-ce qu'on peut faire dans moins de 30 minutes? Qu'est-ce qu'on peut faire dans un délai de 30 minutes? Qu'est-ce qu'on peut faire dans un délai de 0 à 3 heures? Et donc, il y a tout un tas de sujets, d'actions qui sont possibles à entreprendre pour essayer de au moins structurer une réponse de sécurité civile. Et c'est un chronogramme qui peut être traduit et digéré tant par l'exploitant que par une mairie ou une entité préfectorale. Ce qui m'amène à la question de l'impossible opérationnel. Il y a des nuages qui arrivent à faire ça. Non. Ça nous a été posé comme question et on en est arrivé à dire, est-ce qu'aujourd'hui, sur un attentat avec des matières chimiques, est-ce qu'on dit que c'est un impossible opérationnel? Non. Est-ce que dans un plan de secours qui est en consultation publique, c'est-à-dire que j'ai connaissance d'un risque qui est accepté par la population, un site Céveso, il est accepté par la population, juste qu'il y a un peu clarté, etc. Et dans le plan d'urgence, j'écris que c'est un impossible opérationnel. Est-ce que ça semble cohérent? Est-ce que devant la gestion de la crise de communication, si j'écris que c'est un impossible opérationnel, est-ce que je suis cohérent par rapport au risque acceptable que j'avais? Je pense que non. Est-ce que sur le fait que ici, et on l'a vu par rapport au retour d'expérience, à la compréhension du phénomène, par rapport à tout un tas d'actions que je suis capable de mener pour comprendre le phénomène, commencer à structurer, est-ce que ça constitue un impossible opérationnel? Je pense que non. Encore une fois, ça n'est que notre avis. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a préféré jouer sur les mots, jouer sur la sémantique, et dire que devant un accident industriel ou un nuage toxique majeur tel qu'il est, on a plutôt une rupture capacitaire qui va nous mettre en porte-à-faux, plutôt que de dire que ce sera impossible. Cette rupture capacitaire, on l'a vu sur la vidéo de Houston tout à l'heure, on est dans une situation de faire comme on peut. Voilà. Et donc, en fait, cette formulation a vocation à faire comprendre qu'on fera comme on pourra. Mais ce n'est pas impossible. Et quelque part, de toute façon, sur le feu de forêt, la rupture capacitaire sur un grand feu, tu l'as systématiquement et ça ne t'empêche pas d'être capable d'y répondre et demander les renforts extra-départementaux. C'est l'issue de la montée en puissance que voilà, ça s'annule. L'impossible opérationnel, je dirais qu'il est possible d'être formulé, mais à différents niveaux. Pour votre culture, dans chaque département, il y a un schéma départemental d'analyse des couvertures de risques que le SDIS rédige et qui a vocation à structurer le nombre de pompiers, le nombre de casernes à déployer sur un territoire. Écrire qu'on a un impossible opérationnel pour que d'ici 5 ans, j'essaye de ne plus avoir cet impossible opérationnel, là, c'est un schéma directeur, donc ça me paraît cohérent. Écrire qu'on a un impossible opérationnel à l'échelle d'un plan de secours, ça ne me semble pas cohérent. Écrire sur un scénario, sur un sujet très ponctuel, qu'on a un impossible opérationnel, là, ça me semble cohérent. On préconise dans notre mémoire différentes fiches que Pierre ou Patrice, si vous voulez les développer, je vous laisse la parole, j'ai assez parlé. Mais dire que je ne pourrais pas obturer une fuite,
parce que c'est un impossible opérationnel, je ne peux pas m'approcher. Donc, effectivement, avec mon aérie, si je dois marcher 20 minutes pour aller obturer une fuite, je ne pourrais pas le faire. Dire qu'on aura 0 victime, eh ben, effectivement, ça, c'est un impossible opérationnel. Je ne pourrais pas vous garantir qu'on aura 0 mort. Donc, et ça, tu l'écris jamais. Avoir des scénarios très précis, puisqu'on calcule les différents types de scénarios météo. Avec là, si je prends le cas de l'Avera ou de Fos. J'ai un cas chez Quémoine-Fos, avec un nuage qui va sur Port-Saint-Louis. Est-ce que je suis capable de confiner tout Port-Saint-Louis? Ça, c'est un impossible opérationnel. Je ne peux pas confiner tout Port-Saint-Louis. Est-ce que je peux confiner tout l'Avera tout l'Avera ou tout Martigues? Non, ça, c'est un impossible opérationnel. D'accord. Mais on est sur des sujets très précis. On est sur des objectifs très précis. On n'est pas sur l'échelle d'un plan de secours. Donc, voilà comment on a fait le choix de traduire cette notion d'impossible opérationnel. C'est ouvert à la discussion, hein, mais c'est l'avis qu'on a souhaité formuler. Est-ce que Patrice ou Pierre, vous voulez développer cette approche par scénario, cette approche d'outils d'aide à la décision? Si tu veux, ouais, il n'y a pas de souci. En fait, qu'est-ce qu'il est sorti? Alors, essentiellement, la modélisation de la casu qui a été présentée par Emilien au début a été très intéressante parce qu'elle a permis de voir que, en fait, en fonction d'un certain nombre de données, on se retrouvait avec des différents scénarios et grosso modo est ressorti 4 scénarios. Voilà. Il y a 4 scénarios qui sont ressortis, qui sont à peu près ceux qui sont assez cohérents par rapport aux différents éléments qu'il y aurait. La première, c'est quel est le type de sinistre auquel on va être confronté par rapport à la dispersion du produit. Donc il y en a 2, soit le contenant rompe d'un coup, et on a ce qu'on appelle un modèle bouffée ou panache, c'est-à-dire qu'en fait, la totalité du produit va se disperser dans une certaine zone immédiatement. Soit à l'inverse, on l'a vu vite fait sur l'histoire de Festus aux États-Unis, on voyait les pompiers, en tout cas les personnes en grosse tenue scaphandrier, essayer d'intervenir. On a un rejet continu, c'est-à-dire qu'en fait, le contenant va fuir de façon massive, c'est pour ça que ça reste dans un de nos gros scénarios toxiques, mais ça ne va pas s'arrêter comme ça va rejeter en continu. Et donc, bon, on a ces 2 gros scénarios. Et par rapport à ça, on s'aperçoit que les conditions atmosphériques, on a considéré deux types. Soit des conditions de diffusion atmosphérique normales, soit des conditions de diffusion atmosphérique faibles. Et en fait, sur ces conditions atmosphériques, qu'est-ce qui va jouer? Essentiellement le vent. Voilà, parce que le vent va avoir tendance à jouer dessus. Et la température également va avoir tendance à jouer dessus. Pour faire simple, on a 2 types de scénarios par rapport aux conditions atmosphériques. Conditions atmosphériques dites normales, en tout cas, ça veut dire que ça va se diffuser assez rapidement, c'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup de vent avec, imaginons, une température assez élevée. Avantage de ce scénario-là, c'est que le produit ne va pas rester longtemps. En fait, il va se diffuser assez loin, on va le voir, mais il ne va pas rester très longtemps parce qu'il va avoir tendance à se disperser assez rapidement et à se mélanger avec l'air. Inconvénient, c'est qu'il va toucher une zone très importante comparativement à l'autre type de diffusion, qui est en fait, nous avons peu ou pas de vent et il fait plutôt froid. Donc là, l'avantage, c'est qu'il ne va pas aller très loin, donc c'est plutôt positif. L'inconvénient, c'est que le produit va mettre un certain temps à se disperser, et donc pendant un long moment, on va avoir un nuage qui va stagner sur site. Et donc, par rapport à ces scénarios qu'on a définis, on a mentionné un certain nombre de contraintes et d'avantages par rapport à ces scénarios et de mesures qu'il va falloir probablement faire le plus rapidement possible. Et donc, voilà, il va y avoir peut-être des scénarios où il faudra plutôt se focaliser sur les victimes, par exemple parce que la diffusion est tellement rapide que lorsqu'on va arriver, très probablement qu'il n'y a plus rien à faire sur le sinistre. Concrètement, la rupture totale d'une citerne, côté pompier, on ne va pas avoir grand-chose à faire parce que tout s'est rompu et tout s'est dispersé. Par contre, on va avoir beaucoup d'actions sur les victimes. Et à l'inverse, une diffusion continue, peut-être qu'il va falloir qu'on tente quelque chose, si possible, sur la fuite, tout en jouant sur les victimes, mais pour essayer d'endiguer le problème. Voilà, Emilien, je te relaisse la main. La question, est-ce que quand le service de secours arrive, est-ce que le nuage n'est pas déjà passé? Ou est-ce qu'il est encore présent? Voilà. Donc, l'idée d'avoir ce focus sur ces différents types de scénarios,
Dans les PPI, on a souvent une rosace des vents dominants avec différents scénarios. Est-ce que on est sur un scénario de vent qui pousse le nuage sur la mer? Est-ce qu'on est sur un scénario qui pousse le nuage sur Marseille, sur Martigues ou sur Fos? En fonction de vent, pas de vent, circulaire ou en plume, je suis en capacité de lister les contraintes, les avantages, quelles sont mes forces, mes faiblesses, et quelles sont les mesures, les points essentiels que je suis capable de mener tout de suite. Le cas de la Vera avec l'école, un panache, un vent d'ouest qui pousse le nuage toxique sur la Vera, et bien là, on sera en capacité, pour ce scénario-là, de lister les choses, et pour le directeur des opérations, de dire, ben là, je serai dans ma difficulté, je serai peut-être dans un impossible opérationnel sur certains sujets, et donc je vais avoir tout un tas de contraintes. Quels sont mes avantages? Ben, si j'ai un vent établi, un vent d'ouest établi, parce qu'on sait comment se comporte un vent d'ouest, ben peut-être que mon nuage il va passer très vite. Et dans mes mesures fortes, eh ben, tout ce type de confinement, de consignes à donner, ça peut être listé là-dedans. Donc, Patrice, est-ce que tu es encore connecté? Oui, je suis là, Emilien. Excuse-moi. Toi qui avais particulièrement travaillé sur ces outils à la décision, est-ce que tu veux prendre la parole? Alors, juste, nous, on a travaillé, dans le cadre du mémoire, on a travaillé sur l'existant et notamment la manière de rédiger les PPI pour qu'ils puissent être lus et appréhendés par les différents lecteurs rapidement, malgré peut-être parfois pas de lecture anticipée. Et donc, on a regardé dans les PPI ce qui nous semblait pertinent en termes de facilité de lecture. Donc, vous voyez 2-3 exemples là sur la diapo. Et ce qu'on préconisait au travers du mémoire, justement, c'est de s'orienter vers ce type de fiche qui permet à des lecteurs qui en feraient une première lecture, pour le coup, de pouvoir rapidement réagir et limiter la perte de temps liée au manque de dialogue commun ou de prise en compte de situations. Voilà. Donc, dans ces mesures, ça peut être du confinement, ça peut être un réseau de mesures qui est déjà préétabli. Dans le RAD, dans le risque radiologique, on a un réseau de mesures qui est déjà prédéterminé autour des sites nucléaires, de Jérémy. Pourquoi est-ce que sur un sujet toxique qui est connu, on ne peut pas déjà préidentifier des mesures? On a parlé tout à l'heure de ces 1500 à 2000 mètres, à 2 km, la zone où on a certainement le plus d'impact. Est-ce que autour des 2 km, on ne peut pas déjà faire un réseau de mesures et essayer d'avoir des valeurs? Est-ce qu'on peut pas avoir des valeurs fixes dans l'approche des associations pour les plateformes dans le cadre des PPRT? Est-ce que l'association qui est créée ne peut pas structurer ce réseau de mesures? Est-ce que Atmosu ne peut pas avoir des mesures en fait, pourquoi je dis ça, c'est qu'à Amsterdam, ils ont cette pratique. Ils ont une pratique de mettre des capteurs fixes de chlore ou d'acide chlorhydrique, etc. Et en fait, en dehors du site industriel, ce n'est pas dépendant du site industriel. Et ça permet d'avoir déjà un premier réseau de mesures fixe. La question, c'est pour répondre partiellement. Finance. Pour répondre partiellement, typiquement, pour l'habitude, le chlore étant pas une substance réglementée, forcément, il n'y aura pas de capteur dédié chlore, tout du moins sans financement dédié des industriels. En revanche, les industriels, dans le cas des circulaires post-Grigol, se sont organisés pour pouvoir faire de la mesure très rapidement. Et c'est ce qui a été fait notamment sur l'incendie de Spur-Solomat, où des prélèvements très rapidement ont été réalisés. Il y a des petits couacs parce que c'est un premier événement d'ampleur qui a vu mettre en application le nouveau contrat. Mais de manière peu systématique, aujourd'hui, il y a plusieurs exploitants qui, dans le cadre de leur exercice POI, veulent profiter de l'occasion pour tester la procédure avec leur prestataire, qui est Socotec, je crois de mémoire, et pour voir en combien de temps ils sont capables de venir faire les prélèvements, en combien de temps ils sont capables de restituer les valeurs. Donc là, c'est que l'entraînement qui permettra d'affiner le sujet. Mais je pense que, par contre, c'est des mesures qui sont faites au droit du site, sur les limites de l'établissement. Pas à l'extérieur aussi, tu l'as? D'accord.
Avec un plan d'échantillonnage, c'est En parti. fait, des endroits prédéfinis, comme ça, le quadrille, en fonction des différents. Alors, ce qui sera peut-être intéressant, c'est que justement, on puisse ça le mettre tous les pays, tu vois, parce que je ne pense pas qu'on mette la fiche. Si, tu l'as mis? Ça a été mis en œuvre récemment par Arcelor, là, sur un site récemment. On a eu les résultats très tôt, au moins sur les toximètres sur certains gaz. Et ça a été mis en œuvre aussi sur Pure par Caglière. Donc c'est quelque chose qui commence à se mettre en place. Ouais. On l'intègre de plus en plus dans les PPI maintenant avec ce que fait l'exploitant, les points de mesure et une feuille de référence, de valeur de référence. Parce qu'une fois que j'ai fait le point de mesure, qu'est-ce qu'elle veut dire? Dans le PPI, on a une grille de valeur. Est-ce qu'on est sur une valeur d'information ou d'alerte en fonction de la substance? Et donc, en fonction du retour qui est fait de l'organisme, savoir où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'on est bien, pas bien, etc. Tout ça pour dire que ces outils de décision, il est important de traduire, enfin, il nous a semblé important de traduire ces scénarios qui identifient contraintes, avantages, mesures fortes, avec des outils d'aide à la décision pour guider celui qui va être dans le stress le moment venu. Et puis c'est bien parce que je vois que Patrice, dans les bons exemples, il a mis un outil. On a formulé une dizaine de propositions dans le cadre de ce mémoire. Je ne vais pas tout vous détailler parce qu'on est un peu court au niveau du temps. Dedans, vous retrouvez les propositions sur les valeurs de l'AEGL comme référentiel commun, sur l'usage du FR alerte. Mais dans cette approche de plateforme, je pense qu'il y a encore matière à développer. Bon, certes, la traduction opérationnelle sur qui finance, c'est toujours le nerf de la guerre, mais quand on voit que sur Fos-sur-Mer, on n'est toujours pas capable de mettre des barrières automatiques comme on peut l'avoir sur la Vera, alors que si on a juste à fermer cette départementale entre Port-Saint-Louis et Fos, ça simplifierait beaucoup d'exposition aux enjeux. Alors, on arrive même à fermer une autoroute automatiquement à Citeron. Ouais, voilà. Mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à le faire à Fos? Pourquoi on n'arrive pas à avoir un exemple? L'idée qu'on a eue, c'est dans un tunnel. Quand on rentre dans un tunnel et qu'il y a un accident, le poste radio se met automatiquement sur un message. Pourquoi est-ce que quand on rentre sur la Vera ou quand on rentre sur Martigues, enfin sur Fos-sur-Mer, pourquoi est-ce que j'ai pas un message qui m'informe que je suis dans une mer dans laquelle je peux avoir un nuage toxique? Pourquoi est-ce que j'ai pas un message d'alerte qui peut m'être diffusé? Les technologies existent aujourd'hui. Je pense qu'on va être capable de pouvoir aller vers ça. Bon, il y a toujours ce sujet de la déclinaison opérationnelle et de qui finance. Je ne sais pas si Pierre ou Patrice, vous voulez rajouter des choses. Par rapport aux propositions? Ouais. Non, nous, c'était des éléments phares qu'on avait mentionnés qui nous paraissaient être les plus pertinentes. Non, il n'y avait pas d'éléments. Moi, voilà, je rebondis quand même sur la numéro 4, qui est indiquée par rapport élaborer un cahier des charges pour les rétex. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que nous, ce qui serait vraiment bien, c'est qu'à l'avenir, les incidents, un temps soit peu majeurs, puissent faire l'objet de données plus fournies permettant de récupérer des données qui seraient beaucoup plus intéressantes pour l'ensemble des acteurs par rapport à ces problématiques-là. Est-ce que ce soit pour les personnes connectées ou dans la salle, est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Non, juste bien parler de RER. Vous avez des nouvelles ou pas? Là, ils sont dans la phase de service régulier, c'est en cours. Ouais. Ils vérifient le système sur différents départements, dont les Bouches-du-Rhône. C'est en cours dans la Loire, c'est en cours en Meurthe-et-Moselle, c'est en cours en Gironde. D'ici 2026, ce sera plus défini. Ça a pas mal de retard. Ouais. Est-ce qu'il y a encore une question? Où tout était clair pour tout le monde, en présentiel comme en distanciel? Eh bien, est-ce que le rapport, il est disponible ou pas? Est-ce qu'on peut le diffuser? Je l'ai donné à Delphine. Ouais. Non, mais je sais que tu l'as donné à Delphine, mais peut-on le diffuser?
Il y a pas de... il est accessible sur le site internet de NSOSP, donc on peut le... C'est bien, mais là, c'était pour un groupe averti. Là, c'était pour le petit groupe inscrit, oui. Après, là, c'est pour le rediffuser sur le site internet. Voilà. Bon, en tout cas, je vous remercie à toutes et à tous. Merci beaucoup, Émilien, ainsi qu'à tes deux compères. L'un qui est à côté de Villeneuve-sur